toucher de l'argent tout en licenciant. Comment ça a été possible en fait? Ça, c'est du flan intégral. Le truc, il aurait été biaisé dès le départ. Donc je demande aujourd'hui à M. Ménégo de passer à l'action et de rembourser l'argent public. Il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la dissonance cognitive ici? Bon, je vais vous surprendre. Ah. En réalité, c'est le Sénat qui dirige. Le vrai Premier ministre, c'est Bruno Retailleau. Ils veulent faire peser un discours de peur pour dire soit vous acceptez le sang, les larmes, soit on finira comme Tsipras. Hyper important de le rappeler Mais dans bien notre sûr. entretien à ce moment-là, Voilà. pour voir d'où vous parlez. Alors ce qu'ils disent sur les plateaux, on compile des choux et des carottes. Les communistes comprennent rien à l'économie. Oh là là, que c'est drôle. Le 8 juillet, une commission d'enquête sénatoriale inédite a levé le voile sur un chiffre vertigineux. 211 milliards d'euros d'argent public versés aux grandes entreprises sans contrôle ni contrepartie. Une sorte de don aveugle et annuel qui passait jusqu'ici sous les radars. Car oui, ce montant n'était qu'estimé et seulement à 112 milliards. Une preuve de l'absence d'un suivi sérieux de ces dépenses publiques titanesques et l'illustration aussi d'une certaine bienveillance quand il s'agit d'assister grassement les rouages du capitalisme avec de l'argent public. 211 milliards, ce montant apparaît alors comme le premier poste de dépense de l'État. Et de loin, il vaut 4 fois le budget de l'éducation nationale. En parallèle, le Premier ministre, François Bayrou, a dévoilé le 15 juillet les grandes orientations du budget 2026 en appelant, je le cite, à un moment de vérité, où, je cite toujours, tout le monde doit participer à l'effort. Alors, spoiler, ce n'est pas tout à fait tout le monde. Au menu, 3000 suppressions de postes de fonctionnaires dès 2026, le gel des dépenses publiques à l'euro près, une année blanche, c'est-à-dire sans revaloriser les retraites et les prestations sociales, ainsi que la suppression de jours fériés, des coupes dans la sécu, la chasse aux arrêts maladie, le déremboursement de médicaments, etc. Cette semaine a même été abordée l'idée de supprimer les droits au chômage dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Bref, c'est une cure d'austérité estimée à quelques 40 milliards d'euros sur le dos des services publics et des ménages les plus modestes. De l'autre côté du fossé qui ne cesse de se creuser, quasi aucune nouvelle contribution n'est demandée aux ultra-riches qui le sont d'ailleurs de plus en plus. Au contraire, on apprenait en mars dernier que le fisc a effacé en catimini une amende de 320 millions d'euros normalement due par Vivendi, vous savez le groupe du milliardaire Vincent Bolloré, pour une fraude fiscale apparaissant comme délibérée. Un cadeau fiscal exceptionnel justifié par l'administration au motif douteux qu'il n'y aurait pas eu, je cite, de préjudice pour les finances publiques, quand je vous parlais de bienveillance. Vincent Bolloré, pour ne citer que lui, est l'emblème d'un monde d'ultra-riches choyés par les autorités. Il est aussi connu pour racheter des médias tels que Europe 1, Canal+, CNews, le JDD, etc. afin d'y imposer une ligne éditoriale réactionnaire, voire épousant les idées d'extrême droite. Ce double scandale, des milliardaires gavés d'argent public et de privilèges qui, en plus, pour certains, s'arrogent le contrôle de médias dans un but politique, souligne l'importance vitale des médias libres et des contre-récits. C'est tout l'enjeu de Reboot, ma nouvelle émission que je vous propose ici. Objectif, faire face à l'actu en la redémarrant. Plutôt que de réagir à chaud au rythme fixé par BFM et CNews, on prend ici notre temps et du recul pour mieux comprendre l'info sans s'y noyer. Un format qui est amené à évoluer, notamment en s'étoffant d'autres modules et séquences. Et pour ce premier épisode de Reboot, j'ai invité le sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, Fabien Gay. Il est rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale explosive sur les 211 milliards d'aides publiques aux grandes entreprises. Il est aussi le directeur du journal L'Humanité depuis 2021. Avec lui, on va pouvoir parler de fond et de forme, d'immédiateté et de temps long, c'est-à-dire des politiques concrètement appliquées tout de suite et de la bataille culturelle sur le long terme. L'occasion aussi d'aborder le sens et le rôle de la fête de l'humanité dont la 90e édition aura lieu en septembre prochain dans un contexte tendu alors qu'un appel à tout bloquer dès le 10 septembre tourne beaucoup sur les réseaux sociaux avec un air de retour des Gilets jaunes. Voilà pour le programme de cette émission. C'est parti pour le premier reboot. On appuie sur le bouton et on redémarre. Bonjour Fabien Gay. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce premier entretien politique de l'émission Reboot. Est-ce que ça va ? Moi, ça va super bien. Le moral est quelques jours des vacances. Et satisfait du travail, accompli, mais qui n'est qu'une étape, quoi. On va en parler, qui n'est que le début de quelque chose.
C'est vrai. Pour souvenir, la dernière fois qu'on s'est vu sur un plateau, ou une des dernières fois, c'était pour parler d'énergie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, d'énergie que vous défendez comme un bien public face à un marché européen plutôt prédateur sur la question, qui organisait des règles plutôt opaques qui profitent aux acteurs privés du marché sur le dos du nucléaire public français et des ménages français. Pour commencer, vite fait, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vois peut-être que vous voyez où je veux en venir, est-ce que le sujet du jour rentre un peu en écho avec ce qui se passait déjà à l'époque sur le dos de l'énergie, c'est-à-dire des règles du jeu qui profitent finalement aux privés, aux géants du privé, avec les données publiques? Je ne l'avais pas vu comme ça, mais je crois que ma constante, celle des élus communistes, c'est défendre l'intérêt général et celles et ceux qui n'ont que leur travail pour vivre. Et donc, mon combat sur la question énergétique, qui est maintenant un long combat que je mène depuis presque une petite dizaine d'années, contre le démantèlement en réalité d'EDF, la casse du service public et la libéralisation du secteur qui, en réalité, n'a jamais fait baisser les prix, mais ne les a fait qu'augmenter. Mon combat contre le marché européen de l'énergie. L'AREN et tout ça. Donc j'ai été le premier à dire qu'il allait dysfonctionner dès 2017, on m'aurait au nez. L'AREN. Bon, bref, donc c'est un combat d'intérêt général. D'ailleurs, j'ai déposé une proposition de loi il y a quelques jours encore, puisque le gouvernement a décidé de passer la TVA sur l'abonnement de 5,5 à 20%. Ça va encore 10 € qui vont être pris sur la facture énergétique de chaque Française et Français. Donc je viens de déposer une proposition de loi il y a quelques jours, que j'ai travaillé notamment avec la FNME-CGT. Et j'espère que le gouvernement va revenir sur cette décision. C'est à partir du 1er août. Et donc le combat que j'ai mené les 6 derniers mois sur les aides publiques est aussi un combat d'intérêt général. Qui s'inscrit dans cette même dynamique, effectivement. Alors, on va découper notre entretien en 3 parties. La première, c'est une grosse partie, évidemment, c'est le sujet qu'on vient de soulever à l'instant. On va commencer par décortiquer ce rapport sénatorial de la commission d'enquête sénatoriale dont vous êtes le rapporteur. Puis on parlera des médias. Vous avez fait le tour des médias avec ce sujet, mais aussi vous êtes directeur d'un grand média français. Et ensuite, on abordera l'actu de la fête de l'humanité et de la rentrée sociale qui souvent concordent ensemble. Alors, quant à vous, chez vous, bien évidemment, vous pouvez utiliser le curseur. On connaît comment on consomme les vidéos, le curseur sur YouTube pour pouvoir naviguer librement dans la vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous. 211 milliards d'euros, c'est titanesque, vertigineux. On a du mal à s'imaginer la différence d'ailleurs entre millions et milliards. Vous connaissez le truc ou pas? Non. En secondes, c'est assez pertinent. 1 milliard de secondes, c'est 31 ans, là où 1 million de secondes, c'est seulement 12 jours. On voit vraiment la différence entre milliard et million, c'est vraiment vertigineux. Alors 211 milliards d'euros, c'est donc cette somme vertigineuse que votre commission d'enquête a révélée comme celle distribuée par l'État à des entreprises sous différentes formes. Alors rapidement, en quelques mots pour lancer la discussion, est-ce qu'il est possible de nous dresser le portrait robot à la fois de ces quelques différentes formes sur lesquelles on peut toucher, les grandes entreprises touchent, et quelles sont ces entreprises, le portrait type, le portrait robot, si on peut en parler comme ça? Alors, on a un chiffre pour la première fois objectivé. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de définition des aides publiques, donc chacun a la sienne. C'est un sujet d'ailleurs, ça. C'est un sujet compris d'actualité. Et chacun a la sienne, y compris les administrations n'ont pas les mêmes. Et le montant n'avait jamais été objectivé, puisqu'il y a 2267 dispositifs, rien que d'aides d'État, sans compter les aides européennes ni des collectivités territoriales. Et les administrations ne se parlent pas entre elles. Bon. Donc nous, pour la première fois, on a collecté pendant 6 mois toutes les données, partout. Et on a livré notre définition des aides publiques, qui est celle, en réalité, que même les différents ministres de l'économie et des finances, passés, actuels, ou l'IGF retiennent, le périmètre, même s'il peut être débattu, et c'est normal en démocratie qu'on puisse débattre des choses, mais on ne peut plus débattre du chiffre. Le chiffre, il est objectivé pour la première fois, c'est 211 milliards à travers 2267 dispositifs. Alors, ça recouvre différentes réalités. Il y a d'abord ce qu'on appelle les subventions directes. Ça, c'est autour de 7 milliards d'euros. Il y a après 40 et quelques milliards distribués par la BPI. Là aussi, alors la BPI, c'est la banque d'État, c'est le bras armé de l'État, voilà, pour accompagner les entreprises. Il y a différents dispositifs. Il peut y avoir des prêts garantis, il peut y avoir des avances remboursables, il peut y avoir des subventions directes. Après, il y a ce qu'on appelle des aides, donc ça, c'est plutôt des aides budgétaires.
Après, il y a les aides fiscales. Exonération, tout ça? Ouais, classées, déclassées. Ok, oui. Des taux de TVA réduits. Voilà. Des crédits d'impôt. Ouais. Bon, voilà. Voilà. Le crédit d'impôt recherche, 8 milliards d'euros, celui qu'on connaît le mieux. Crédit d'impôt jeux vidéo, qu'on connaît moins. Le CICE aussi. CICE, qui n'existe plus, mais voilà, qui n'existe plus. Et qui est passé, la dernière, c'est les exonérations de cotisations patronales. Voilà. 77 milliards. Alors c'est là... C'est là que les choses se compliquent sur la définition des aides, etc. On l'a vu. Alors là, le chiffre... On en parlera. Ouais. Alors, on va en parler, parce que moi, je suis... Là, le chiffre est très contesté. Enfin, pas le chiffre. Non, le fait que ça soit une aide. Exactement, voilà. Bon, nous, on a livré, en réalité, pour la première fois, un chiffre objectivé. Je rappelle, l'INSEE fixait un plancher à 70 milliards. Le président de la République, dans une allocution télévisée, il y a quelques semaines, 98 milliards. Le ministre de l'économie et des finances, Éric Lombard, qui incluait les exonérations de cotisations, parlait de 150 milliards. L'inspection générale des finances, elle disait, c'est la célèbre audition avec M. Auberger, il dit c'est entre 150 et si on met tout, 250. Bon. C'est très très large. C'est une fourchette très large. Assez large. Bon. Et le Premier ministre, il y a quelques jours, lors du moment où son moment d'instant de vérité, on y reviendra, lui dit 211, oui, mais il y a beaucoup de choses. Voilà. Mais, allez, 100. Bon, voilà. Et puis, je suis le rapport à 26 recommandations, on reviendra aussi. La troisième, c'est de confier au Haut Commissariat au plan et à la stratégie de faire un rapport annuel. 8 jours après, c'est arrivé. Voilà. Alors ça, c'est extraordinaire. Il fait 20 pages. Notre rapport fait 1500 pages, je veux le dire. Et c'est très bien déjà. Et 112, lui, il dit 111 ou 112. Voilà. Bon, ils ont essayé globalement d'allumer un contre-feu parce que le chiffre de 211 milliards, maintenant, il est plutôt objectivé et tout le monde est obligé de parler de ça. Il était repris partout, c'est vrai qu'il était discuté, qu'il était débattu. On va revenir sur les 112 milliards que Clément Beaune met en avant, notamment dans l'opinion. J'ai prévu d'en parler tout à l'heure. Mais d'abord, j'aimerais m'intéresser aux entreprises, justement, parce qu'il y a des entreprises qu'on ne connaît pas, celles qu'on connaît, que les Françaises et Français connaissent, comme Michelin, par exemple, qui, alors, dans la même année, en 2024 précisément, avait supprimé 1200 au minimum, même un peu plus, postes. Voilà. Alors que dans le même temps, avait bénéficié de 32 millions d'euros d'exonération et de cotisation aussi, ainsi que de 40 millions d'euros de crédit d'impôt recherche, je vous le disais à l'instant. Alors, ce n'est pas le seul exemple et ce n'est pas la première fois que genre d'entreprise excelle dans ce genre de choses. Comment, après avoir travaillé sur tout ça, comment vous pouvez nous expliquer les raisons qui expliquent qu'on en est arrivé là, une situation un peu d'open bar où finalement les entreprises pouvaient toucher de l'argent tout en licenciant. Comment ça a été possible en fait? Alors comment on arrive, et c'est ça qui a fait que j'ai proposé cette commission d'enquête à mon groupe et qu'on l'a validée. C'était pendant au mois de novembre. Voilà, quand Michelin et Auchan, Michelin annonce la fermeture de Vannes et Cholet, 1200 emplois supprimés, et Auchan dit 10 magasins fermés, 2300 emplois. Donc je dis au groupe, il faut qu'on propose une commission d'enquête sur l'utilisation de l'argent public par les grandes entreprises. Parce que Michel Barnier, Premier ministre, alors, à l'époque, avait dit je vais demander des comptes. D'ailleurs, notre commission d'enquête a révélé que la demande de Michel Barnier n'avait jamais été exécutée par l'administration. Ce n'a été qu'un effet d'annonce. Un effet d'annonce. Il est pas resté longtemps en même temps en poste. Oui, mais le Premier ministre s'engage devant la représentation nationale. Oui, la suite aurait pu suivre. La suite aurait dû être faite. Donc l'IGF n'a pas fait. Et le ministre de l'économie et des finances n'a jamais signé la lettre pour que l'administration fasse le boulot. Quand même, je le dis parce que ça mérite d'être su par les gens. Bon. Donc nous, on a dit, on va demander à quoi ça sert. Avec une philosophie de dire, il y a de l'incompréhension ou de la colère quand une grande entreprise, je ne parle pas du boulanger du coin, une grande entreprise touche des aides publiques, pratique le versement de dividendes à foison, pratique le rachat d'actions à plusieurs milliards et licencie la même année. Si une entreprise est contrainte de licencier, c'est qu'elle va mal économiquement, donc elle ne peut pas verser des dividendes conséquents. Bon. Et donc on a eu un débat. Une des premières grandes auditions a été le PDG de Michelin. Et ce qui a fait débat, d'ailleurs, c'est une de nos recommandations, parce que moi je me rappelais du combat qui avait été en 2019, celui du CICE pour Michelin. Michelin avait alors acheté 8 machines-outils avec le CICE, 4,9 millions pour une usine, à La Roche-sur-Yon précisément. Et en fait, sur les 8, 2 ont été déballés et 6 ont été envoyés en Espagne, au Portugal et en Roumanie.
Donc, à l'époque, les syndicats avaient protesté, à juste raison. Bien sûr. Moi-même, j'avais écrit à Bruno Le Maire, qui m'avait répondu 2 ans après, circuler, il n'y avait rien à voir. Et donc, quand M. Ménégo est venu, je lui ai dit, est-ce que vous ne considérez pas, donc le PDG de Michelin, est-ce que vous ne considérez pas que l'argent public doit servir les investissements en France? Alors, il me dit oui. Alors, je lui ai dit, tiens, je me rappelle de cette affaire La Roche-sur-Yon. Donc, il reconnaît à demi-mot l'affaire et dit, je suis prêt à rembourser. Oui, il l'a dit. Il n'y a pas que lui d'ailleurs qu'il l'a dit. Bon. Plusieurs l'ont dit. Il l'a dit. Ouais. Bruno Le Maire, il vient, donc je rappelle le courrier que je lui avais écrit. Alors lui, l'air de la Suisse lui a fait du bien. Parce que depuis qu'il est parti, il a changé d'avis sur à peu près tout. Il m'a donné raison sur, pas tout, mais quelques questions. Quelques points, oui. Et il dit, pas une erreur, mais vous avez raison, il devrait rembourser. Et Éric Lombard est venu, donc je lui ai dit, écoutez, M. Ménégo, il est d'accord pour rembourser. M. Le Maire, qui a été en poste pendant 7 ans, dit pourquoi pas, donc est-ce que vous allez le faire? Il m'a dit, on va y réfléchir. Donc je demande aujourd'hui à M. Ménégo, comme il s'y est engagé dans nos commissions de passer à l'action. De passer à l'action et de rembourser l'argent public. Parce qu'on s'est mis d'accord avec le rapport a été voté à l'unanimité. Dans un Sénat de droite. Sûr. Exactement. Non mais, je tiens à le dire. Parce bien sûr, mais ça, on va pouvoir l'aborder aussi. Voilà. C'est un point hyper important. Très important. Et on s'est mis d'accord avec une idée, l'argent public ne peut pas servir les actionnaires. Et tout le monde était d'accord. C'est du bon sens. On l'a voté. Voilà. Et il y a des recommandations, peut-être qu'on y viendra, qui viennent dans ce sens-là. Donc, une des premières questions, oui, quand on a un scandale, comme a été le CICE à La Roche-sur-Yon pour Michelin, bon, il faut aller au remboursement, quoi. Bien sûr, bien sûr. Il y a... ce qui, moi, m'a percuté dans à la fois le fait que là, vous dites que ça a été signé et voté par la droite qui domine le Sénat, mais aussi, vous n'êtes pas de droite, vous êtes communiste, donc voilà, même l'opposé. Il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre du contraste, parce qu'il y a là, oui, on est d'accord, on acquiesce sur le fait que c'est pas normal, et en même temps, le discours qui domine dans les médias et dans la bouche des politiques qui s'expriment dans les médias, c'est le même débat chaque année. Le débat sur les bénéficiaires du RSA, sur l'allocation de rentrée scolaire qui ne serait pas bien utilisée, et à chaque fois une batterie de propositions et même de lois qui peuvent changer pour pouvoir serrer la vis de ces personnes-là, pour contrôler des personnes qui numériquement sont bien plus nombreuses que les personnes à la tête des entreprises. Et c'est ça qu'on a du mal, j'imagine, les gens qui nous écoutent aujourd'hui se disent mais c'est bizarre, ils ont les moyens de contrôler la population française, on a même les retraites, si vous restez plus de 6 mois à l'étranger pour votre retraite, vous pouvez en perdre une partie. On a les moyens, et là il n'y a pas les moyens, il n'y a jamais eu le calcul, il n'y a jamais eu les moyens. Comment on explique ça? Vous êtes élu depuis plus de 8 ans. Pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt d'ailleurs aussi, ça, ce calcul? Moi, je crois qu'il y a 2 raisons. Ouais. La première, c'est qu'à chaque difficulté rencontrée par le patronat, qui réclamait un dispositif, on a fait le dispositif. Donc voilà. Et donc on a empilé, dispositif après dispositif. Les gouvernements libéraux ont répondu, en réalité, aux demandes du patronat et ont compilé des dispositifs. Je ne dis pas qu'il faut tout couper. Personne n'a dit qu'il fallait arrêter tous les 2 ans. De baisser d'un tiers. Non, on propose de rationaliser, par exemple, les dépenses fiscales, etc. etc. Mais après, on s'est mis d'accord sur 26 recommandations, et puis le débat va continuer. Bien sûr. Moi, je continue à penser ce que je pense, et ceux et celles qui à droite continuent aussi. Mais on s'est mis d'accord sur 26 recommandations. Après, le débat politique va continuer. Et lorsque il y avait les différents budgets, et que nous, on proposait, moi, plusieurs fois, je l'ai dit, mais comment se fait-il qu'on n'arrive jamais à conditionner l'argent public pour les entreprises? Par contre, vous imaginez toujours des dispositifs de plus en plus contraignants pour que, par exemple, les chômeurs touchent non pas une prestation, un droit ouvert par leur cotisation sociale. C'est pas la même chose qu'une aide publique qui est décidée, qu'une aide budgétaire. Oui, pour le coup, parce que le chômage, là, elle est conditionnée, cette aide. Ultra conditionnée. Ultra surveillée. Bon. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Et puis après, je pense qu'il n'y a pas, il faut le dire, il n'y a eu aucune volonté politique. Donc, on s'aperçoit qu'on compile 2267 dispositifs. Plus personne ne comprend rien à la jungle que les libéraux ont créé eux-mêmes. Et en réalité, personne n'a envie de mettre le nez dedans parce que c'est impossible. Le chaos total, quoi. Okay. C'est impossible. Et d'ailleurs, les différentes administrations disent « Ah, mais nous, ça, nous, on ne sait pas. Oui. Ça, c'est un autre. Ça, demandez à machin, demandez à bidule.
Ah nous, non, nous on peut pas savoir. Mais d'ailleurs, dans les auditions, pardon, je vous coupe, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, dans les auditions nombreuses, pendant 6 mois, au moins 33, une trentaine de... Ah non, de 33 cas, PDG, mais autant d'autres... Presque 60 auditions en tout. C'est ça, voilà. Administration, économistes, chercheurs, syndicats et ministres actuels et passés. C'est vrai. Et du côté PDG, j'ai noté par exemple le patron d'ExxonMobil, Charles Amiot, qui lui a admis de manière filmée, vu que c'était disponible pour tout le monde, les difficultés qu'il avait de faire l'inventaire, dit-il, des aides que son entreprise pouvait percevoir. Il y a donc un flou pour lui. Il y a aussi Claire Cheremtinsky, qui est donc la directrice adjointe du Trésor général adjoint du Trésor, donc à Bercy, qui avoue qu'il n'existe pas, comme vous dites à l'instant, qu'il n'existe pas de tableau de contrôle, de suivi de toutes ces aides d'argent public. Donc finalement, elle nous dit, il n'y a pas de contrôle, on ne sait pas trop comment dépenser maintenant, le tableau choses. existe. Maintenant, le tableau existe, il faut le compter. Mais oui, effectivement. Mais est-ce que c'était des révélations pour vous? Ou alors des confirmations? Est-ce que vous attendiez à ce qu'on vous dise ça, à ce que vous constatiez qu'il n'y avait pas de contrôle? Vous étiez allé pour vous confirmer cela, ou alors vous tombiez de votre chaise à ce moment-là? Non, moi, je ne suis pas tombé de la chaise. Des collègues sont tombés de la chaise. Moi, non, parce que quand on connaît... Alors, j'en ai appris beaucoup. Je ne suis pas le même sénateur du mois de janvier et celui qui est devant vous aujourd'hui. J'en connais beaucoup plus sur la mécanique, je sais beaucoup plus de choses, et je sais d'ailleurs où appuyer pour faire mal, plus qu'avant. Alors, il n'y a pas de tableau, ça c'est vrai. Globalement, il y a très peu de conditionnement. Il en existe. Mais en vérité, très peu. Il y a des conditionnements, par exemple, sur les aides à la décarbonation. Par exemple, ArcelorMittal, le projet, c'est 1,850 milliard. L'État s'est engagé, à travers l'ADEME, qui est une de ses agences, à verser 850 millions, mais elle ne le fera qu'à condition que Arcelor verse le premier euro du milliard. Oui, il y a quelques conditions. Donc, il y en a, faut le souligner, bien sûr. Mais sur la masse des 2262 dispositifs, il n'y en a pas. Ensuite, le contrôle. C'est un peu plus pervers que ça. Le contrôle existe, mais le contrôle fiscal. Toutes les grandes entreprises sont contrôlées fiscalement tous les 4 ans. J'ai été rencontrer les agents de la DGFiP et du service de la DVNI, donc celui qui s'occupe de la grande. Passer une journée merveilleuse avec eux. Ils m'ont expliqué tout un tas de choses. Mais le contrôle sur les conditions n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de conditions. Par exemple, le débat que j'ai eu sur le CICE est très intéressant, puisque ma famille politique, moi-même, nous avons dénoncé ça, déjà de l'argent sans condition, etc. Sous Hollande, oui. Ben c'est vrai. Et d'ailleurs, les PDG l'ont reconnu. Mais monsieur Gay, vous nous demandez qu'est-ce qu'on a fait du CICE? Ben, il est passé dans le budget général. Alors, certains m'ont inventé des choses, mais d'autres, assez honnêtement. Mais d'ailleurs, je ne peux pas répondre à une question si on ne m'avait pas posé une condition. On m'a donné de l'argent sans condition. Donc, il est compliqué aux politiques de dire, maintenant, qu'est-ce que vous en avez fait? Oui, c'était le deal. C'était le deal. Il n'y avait pas de deal. On vous donnait de l'argent. Bon. Voilà. Donc, si on commence à conditionner, il faudra contrôler les conditions. Mais aujourd'hui, elles n'existent pas parce qu'il n'y a pas de conditions. Enfin, le grand défaut, c'est la suivi, les évaluations. Il n'y a pas de suivi et pas d'évaluation. Pourquoi? Parce que pour évaluer si c'est positif ou pas, est-ce que ça marche? C'est ça la question. Oui, bien sûr. Si je vous aide, et il faut que je sache si ça marche. Le problème, c'est que comme on arrose tout le monde et qu'il n'y a pas ce qu'on appelle de contrefact, c'est-à-dire pour savoir si ça marche, il faut aider une entreprise A et pas aider la B. Et si la A s'en tire mieux que la B, on peut dire ça marche. Si les deux sont égales, en fait... Oui, c'est notre... Mais comme on arrose A, B, C, D, E, F, G, H... Tout le monde. Tout le monde, voilà. Bon, ben personne n'est en capacité de vous dire est-ce que ça marche ou pas. Et ça, c'est un problème. Mais vous, avec, vous n'êtes pas au pouvoir, loin de là d'ailleurs. Merci. Pas de communiste au pouvoir, faut le préciser. Mais vous êtes quand même dans la machine. Vous avez des collègues de droite qui, pour le coup, eux, sont au pouvoir à travers des gens de LR qui sont au gouvernement aujourd'hui. Comment vous expliquez, et comment vous nous expliquez aujourd'hui ce logiciel mental qui permet, parce que ce sont des décisions, de ne pas demander de contrepartie. Ce sont des décisions d'arroser, comme vous dites, tout le monde, sans contrôle, alors que dans le même temps, on contrôle les gens au RSA, etc. Comment vous expliquez ça? Le contrôle fiscal. Hein, oui, bien sûr, on comprend bien. Ouais. Bien sûr. Mais sans, comment dire... avec cette espèce de légèreté quand même un petit peu, on fait confiance, voilà, on fait confiance à l'économie de marché. Comment vous nous expliquez ça? Ah ben c'est une idéologie. Ce n'est que idéologique. Mais moi, le nombre de fois où je me suis confronté à Bruno Le Maire,
pendant 7 ans. C'est ministre de l'économie, bien. Donc, vous voyez, ça en fait. Oui. Donc, ce débat sur le conditionnement des aides publiques et de demander des contreparties en termes d'emploi, de salaire, de formation, d'investissement productif, et à chaque fois, c'était la même réponse. Oh là là, monsieur Gay, pas trop de conditions, sinon ça ne va pas marcher. Ah ben, dis donc, bien faible avec les forts. C'est ça. Et en réalité, fort avec les fort avec les faibles. Ça, c'est votre credo. Le réel, c'est qu'il nous faut changer la doctrine des aides publiques. Il faut changer la mentalité. Une aide, un objectif, une condition, un contrôle. Simple. Et d'ailleurs, Patrick Pouyanné, patron de Total Energy, on ne peut pas dire qu'il soit un proche de moi, ni que moi je sois un proche de lui. C'est vrai, au niveau idéologique, c'est certain. Personne ne peut penser ça. M'a donné raison sur tout un tas de questions et a dit, par exemple, que lui, il comprenait que les Françaises et les Français s'inquiètent et s'interrogent de l'utilisation de l'argent public, et il a fait une proposition que j'ai reprise. De rembourser. Des avances remboursables. Voilà, c'est ça. J'aide une entreprise, elle marche, elle rembourse. Voilà. Et c'est du bon sens, il l'a dit. Il a dit, c'est du bon sens. Vous accompagnez une entreprise, ça marche, il y a un retour pour la puissance publique de ces deniers. Et après, il faut accepter que quand on accompagne des entreprises, il y en a qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Ça peut arriver. C'est pas parce que vous accompagnez une entreprise qu'elle va trouver son marché, son débouché et que ça va marcher. Mais par contre, au lieu de lui donner de l'argent sans condition, si on lui dit, voilà, il faut que tu rembourses, on te met sous tension, à toi de réussir, on t'accompagnera, mais si ça marche, il y a un retour pour la puissance publique, pareil. J'aime pas le bon sens parce que c'est la droite qui utilise ce terme. Oui, puis derrière ce terme, on peut tout mettre. Et puis on peut mettre tout. Mais ça me semble être une position juste et équilibrée. Et ce qui devrait. Donc, on invite la puissance publique à revoir complètement sa doctrine. Par exemple, autre question qui a animé la commission. Est-ce qu'il faut donner de l'argent public à des projets rentables ou à des multinationales qui, en réalité, n'en ont pas ou peu besoin? Bernard Arnault, LVMH, le groupe, je crois que c'est 10 milliards de bénéfices cette année. Je n'ai pas ça en tête, mais je vous fais confiance. À peu près. On ira vérifier. Et je crois que de mémoire, on est entre 100 à 175 millions de dettes publiques. Ce qui n'est pas grand-chose par rapport aux milliards. Hein. On a vu tout à l'heure la différence. Hein. Donc, Pourquoi en vérité, ouais. Et c'est pas Bernard Arnault, c'est lui ou un autre. Oui. Je prends celle-là. C'est le logiciel que vous critiquez. Mais là. LVMH a-t-il besoin de l'argent public pour exister? En réalité, non. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, il l'a dit, on me le donne. Je le prends, évidemment. Je le prends. Bah oui. Et d'ailleurs, on me demande rien et je le touche. Mais comme les autres, comme les 4,5 millions de boîtes. Donc, on propose, nous, de se poser ces questions-là. Mais en tant que communiste, oui. c'est intéressant d'aller là-dessus. Parce que, rappelons-le, vous n'êtes pas de droite, vous n'êtes pas le défenseur d'un système libéral. Et encore moins, je crois, je le rappelle, mais je me j'enfonce des portes ouvertes, peut-être même des baies vitrées ouvertes, mais est-ce qu'il n'est pas critiquable, allons dans le fond du truc, qu'en tant que communiste, on puisse défendre l'idée ou accepter l'idée que les pouvoirs publics, les deniers publics, puissent aider quelconque entreprise privée à faire du business dans un système capitaliste? Est-ce que ça, c'est pas déjà en soi critiquable? Que fait que, voilà, si tu veux, parce que ça va même au contraire du discours que les libéraux nous rabâchent à longueur de journée. Elon Musk, il n'a pas été aidé, alors que sans doute que si. Plein de gens, Bernard Arnault, ces gens-là se sont fait tout seuls. Ils ont eu... Pourquoi l'État, c'est un mythe, hein, mais ils aiment bien nous le dire, ils réussissent par eux-mêmes. Et on a vu que nombre d'entre eux qui aiment se dire self-made man, et pendant le Covid, ils venaient prendre de l'argent pour pouvoir survivre et puis même pour commencer. Il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la dissonance cognitive ici? Oui. Et donc, par exemple, je vais en revenir sur ma position, mais je repars de ce que vous venez de dire. Moi, j'ai vu défiler depuis 8 ans à peu près 200 PDG à la Commission des affaires économiques où je siège au Sénat. 200 à peu près, c'est ça. Okay. Plus 33. Voilà. Alors, certains que j'avais déjà auditionnés dans le cadre de la... Et alors, je suis toujours saisi d'une chose, c'est globalement, tous les PDG commencent par vous dire l'État doit nous laisser tranquilles, moins de normes, moins d'impôts, moins de ceci, moins de cela. Moins d'intervention. Voilà. Bernard Arnault, lui, a redit devant... C'est la dernière, c'est pour ça qu'elle m'a un peu marqué, mais en disant, parce que je l'ai interrogé sur Macron, et qui avait dit qu'il appelait au patriotisme.
économique et que M. Arnault était souvent dans le bureau de Trump, en pleine guerre commerciale. Donc lui, il a dit, mais il a résumé ce que pense le grand patronat. L'État doit nous laisser tranquilles et les entreprises se gèrent elles-mêmes. Mais les mêmes, lorsqu'il y a une difficulté, lorsqu'il y a une crise, en appellent à l'État, en appellent à des plans de filière. Donc, comme un dû et aidez-nous. Et alors, par exemple, et c'est pas pour les cibler, on a fait une dernière audition, pas dans la commission d'enquête, mais dans la commission des affaires économiques, de la filière cognac. C'est plutôt des petites maisons, c'est quelques milliers d'emplois. Qui sont en danger avec les règles de Trump, douanières, etc. En fait, beaucoup plus par les règles avec la Chine, la guerre avec la Chine. 40% du cognac part en Chine et 40% aux États-Unis. Donc là, ils sont pris dans un double truc. Bien sûr. Donc ils viennent au Sénat et ils commencent comme ça. Il faut nous aider, il faut un plan filière, on va tomber, etc., etc. Il faut la diplomatie. Logique. Très bien. Parce qu'ils avaient les droits de douane qui ont augmenté de 30, 40, 70%. Bien sûr. Bon, voilà. Donc ça, c'est leur première demi-heure. Et puis alors, l'autre demi-heure, c'est les questions. Ah ouais, mais il y a trop de normes. Oh là là, il y a trop d'États. Oh non, mais il y a trop d'impôts. Vous leur dites quoi quand il y a je leur ai dit, écoutez, vous êtes sympa, hein, très sympa. Et je veux garder la filière des vins et spiritueux, c'est pas la question. Mais enfin, vous pouvez pas tenir ce discours-là et puis avoir commencé par nous demander de l'argent pour un plan filière, que l'État intervienne dans ceci. Moi, je ne crois pas à la main invisible du marché. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, c'est du flanc intégral. Par exemple, à la sortie de la crise Covid, si les États n'étaient pas intervenus pour le chômage partiel, etc., 90% des tolls tombaient. Les plans de relance, France 2030, on a injecté des milliards, des dizaines de milliards. Et parfois à juste raison pour sauvegarder nos emplois, parce que qui dit entreprise dit aussi les emplois. Oui. On aurait eu les cotisations sociales, etc. On aurait eu des millions de chômeurs supplémentaires, c'est 80% des tolls. Donc en réalité, il est faux de dire que l'entreprise peut s'en sortir par elle-même et l'État doit gérer autre chose. Ça, c'est un discours que je combats. Après, vous venez sur ma position. Oui. Est-ce que moi, il n'y a pas, le terme, il n'est pas bon, vous me reprenez. Bien sûr. Est-ce que, globalement, pourquoi un communiste défendrait-il une idée que l'État doive accompagner des entreprises? Mais aujourd'hui, moi, je suis pour qu'on ait d'abord des règles plus strictes. Je les ai toujours combattues. J'ai toujours été au combat pour défendre ces idées-là. Pas d'argent public sans transparence, pas d'argent public sans suivi et sans évaluation. Et l'argent public ne peut pas servir les actionnaires, elle doit servir l'emploi, l'industrie, etc., etc. Donc, évidemment, on peut accompagner du développement économique, mais il faut que ça soit contrôlé et qu'on regarde l'investissement. Et je ne crois pas qu'il y ait une contradiction dans cela. Ne pas le faire et dire... Idéalement, une société qui se tendrait plus vers une société communiste. Oui. En quelques phrases, en quelques mots, elle ressemblerait à quoi? C'est ça, en fait, qu'on pourrait se demander en ayant devant nous un sénateur communiste qui est à la tête de ce rapport, etc. Non, mais moi, après, c'est toute une autre philosophie. Oui. Si tu veux, on peut débattre sur le communisme. Et ça, c'est pas tant ça. C'est tant que... Mais parce que, après, là, on touche le nœud du problème. Bah oui. Qu'est-ce qu'on fait du travail? Parce qu'il y a l'emploi, mais le travail. Quelle conception du travail? Moi, je ne suis pas pour que les gens passent leur vie à s'échiner au travail. Le temps d'émancipation à côté, le temps de repos, le temps à la retraite est un temps nécessaire. Et aujourd'hui, des millions de personnes vivent mal dans leur travail et ne s'émancipent pas du tout. Ils en portent les stigmates physiques et intellectuels. Donc déjà, quelle conception du travail? Deuxièmement, la question de la démocratie au sein même de l'entreprise. Moi, je pense très peu. L'entreprise, c'est souvent une dictature en miniature. Mais l'entreprise, le rapport salariat, c'est un rapport de domination. Bien sûr. Et d'ailleurs, la contrepartie de la domination et du rapport de subordination, c'est le code du travail. Oui. Et d'ailleurs, que le grand capital essaie d'amenuiser. Donc, tout ça. Donc, moi, je porte une autre conception de la démocratie au sein même de l'entreprise. Prise de participation dans les entreprises, et y compris que l'on sache pourquoi on produit, qu'est-ce qu'on veut produire,
quelles conséquences pour nos vies, pour la planète, etc. Et tout ça, c'est une base hyper importante de le rappeler dans notre entretien à ce moment-là, pour voir d'où vous parlez. Mais attends, je vais aller intéressant. Et aller au bout. Bah oui. Et moi, je suis pour qu'ensuite, on ait un partage des pouvoirs, des savoirs et des richesses. Donc, évidemment, je combats l'idée, moi, des actionnaires qui s'engraissent sur le dos, évidemment, des travailleurs et des travailleuses. On reviendra sur les exonérations parce que je veux en parler un mot. Bien sûr. On considère comme un vol sur le salaire. Donc, si tu veux, j'articule mon projet, mon idéal communiste avec la société telle qu'elle est aujourd'hui. Alors évidemment, est-ce que c'est un rapport révolutionnaire ? Les gens m'ont posé la question. Moi, si on m'avait dit qu'on aboutirait là il y a 6 mois, j'aurais signé de suite. Ouais. Il participe pour moi d'une bataille politique et idéologique. Elle fait progresser les choses, par exemple, pour gagner de la transparence et pour gagner des conditions et du suivi de l'évaluation. Prise de conscience, on l'a vu. Bien sûr. Voilà. Mais après, ma conception, telle que moi je l'imagine, du travail libéré de toutes les contraintes capitales. Non. Évidemment. En 6 mois, j'avais pas le temps. Pardon. C'est vrai, c'est la vraie vie. Peut-être une saison 2 me permettra d'y arriver. Et on va en parler mais ce après. n'était pas. D'ailleurs. C'est pas l'objectif. C'est une pierre à l'édifice. C'est une des pierres à l'édifice pour un combat commun avec des syndicalistes, des chercheurs, des lanceurs d'alerte, des économistes, le monde politique. C'est une pierre à cet édifice immense. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Et d'ailleurs, dans cette pierre-là que vous mettez dans cet édifice immense, qui est en fait un projet de société, parce que c'est pour ça que j'aimerais vous entendre sur ce sujet-là, vous avez fait le distinguo avec ce groupe d'élus entre grandes entreprises et TPE, PME qui ne sont pas concernés par qui ne sont pas ciblés, tout du moins, par vos travaux. Alors pourquoi j'ai fait ça ? Voilà. Pourquoi ? Est-ce que c'était... J'ai peut-être un début de... Non, vas-y. Est-ce que c'était pour essayer d'avoir un terrain d'entente avec la droite qui domine le Sénat ? Pas du tout. Alors c'était pourquoi ? Parce que justement, je connais la droite. Oui. Quand on a ce débat au sein du groupe communiste, qu'est-ce qu'on va faire comme commission d'enquête ? D'ailleurs, j'ai vu que Benjamin Lucas, lui, il avait pris les licenciements. D'autres ont essayé d'autres trucs. Moi, comme je redis, j'ai déjà auditionné 200 patrons. Je ne te dis pas que je les connais personnellement, mais vous êtes passé par là, quoi. Voilà. Non, mais je commence à comprendre la technique. Le mindset, comme ils disent. Voilà. Bon. Donc j'ai dit, si on prend les licenciements, par exemple, je sais ce qu'ils vont venir. Oh, monsieur Gay, je comprends que ça vous émeuve, tout ça. Mais c'est la grande compétition internationale. C'est comme ça. Et la seule proposition qu'on aurait pu mettre sur la table, c'était interdire les licenciements boursiers. Je suis pour. Mais évidemment, la droite n'aurait jamais suivi. Par contre, l'utilisation de l'argent public par les entreprises, là, je venais sur le terrain de la droite, c'est 1 euro dépensé doit être 1 euro bien dépensé. Donc, on pouvait venir. Bon. Et alors, pourquoi les grandes entreprises ? Parce que je connais la droite. Si j'avais dit, par les entreprises. Par les entreprises. J'ai donc raison en disant ça, alors. Attends, je vais vous laisser finir, mais bon, allez-y. Qu'est-ce qui se serait passé ? Ils auraient dit, c'est pas la même chose. Le boulanger et Bernard Arnault, c'est pas les mêmes gens. Mais pourquoi on fait Bernard ? Non. On va faire le boulanger du coin. Et on va faire ceci. Et on va proposer telle audition. Ah, mais pourquoi tu t'en prends qu'aux grandes entreprises ? Il faut faire venir le PDG du coin, etc., etc. D'accord. Et donc, le truc, il aurait été biaisé dès le départ. Ils auraient essayé globalement de m'attirer dans quelque chose qui aurait été moins, pour moi, avec moins de contenu. D'accord. Avec moins de choses. Là, par contre, si tu disais les grandes entreprises et la conséquence sur les sous-traitants, donc tu te permettais d'avoir des questions quand même sur les moyennes entreprises et de dire, je demande à faire venir 33 grands PDG. Voilà. Mais si j'avais dit les entreprises, j'avais droit à un grand PDG. Voilà. Puis après, 10 patrons de TPE. Voilà. Et après, j'aurais eu 10 boulangers d'affilée qui seraient venus me dire, ah là là, monsieur Gay, vous savez, on a eu une aide de 5 000 euros pour l'électricité alors que j'en ai eu un coût de 45 000. Franchement, oui, là, ne c'est coupez pas. Sujet. Eh ben non. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Ok. C'est pour ça, évidemment. Alors, ce rapport-là, il dénonce beaucoup de choses. On l'a compris. On a été un peu gratté le fond, même si c'est plus complexe que ça. Il y a des centaines de pages, etc. Il y a quand même une vingtaine, 25, 26 propositions
recommandations, donc non contraignantes. On sait bien le début du combat politique que vous allez mener. Enfin, on a bien compris. En clair, il y a une de ces recommandations qui est de déduire le montant des aides publiques aux entreprises du montant des dividendes versés aux actionnaires. Ouais. C'était une des propositions qui, moi, m'a parlé. Une grosse proposition, quand même. Hein, c'est quand même énorme. En clair, pour ceux qui nous écoutent là, ça voudrait dire quoi si c'était appliqué demain ? Alors, ça veut dire quoi ? Je te reprends l'exemple de Carrefour. Ouais. Carrefour, donc j'ai collectionné tout un week-end, toutes les données que m'ont envoyé les syndicats, et donc j'ai mis un tableau construit à la main à M. Bompard, ça l'a fait rire, mais il n'a pas pu contester les chiffres. Et d'ailleurs, je vois que tout le monde les reprend. Je les ai d'ailleurs, c'est vrai. Bon, donc sur 6 ans, au moment du CICE, entre 2013 et 2018. 3,5 milliards de bénéfices, 2,6 milliards ou 2,8 milliards de dividendes. Je vérifie les chiffres en même temps. Effectivement, c'est 2,8 milliards de dividendes reversés. Et 2,33 c'est ça. Très précisément. D'aide. Donc là, clairement, l'argent public a servi les actionnaires. Donc, qu'est-ce qui se serait passé si notre proposition est prise ? Vous prenez les 3,5 milliards de montants distribuables. Donc, de montants distribuables. Vous déduisez les 2,3 milliards d'aide publique. 3,5 milliards moins 2,3 milliards. Donc, vous tombez à 1,2 milliard. Et de ce 1,2 milliard, vous en faites ce que vous voulez. C'est l'AG des actionnaires qui décide comment il peut le distribuer. Ouais. Mais donc, 1,2 milliard contre 2 milliards. 2,33 milliards. C'est vrai qu'il y a déjà une grosse économie ici. Eh bien oui. Oui. Et qu'est-ce que ça dit dans l'entreprise ? C'est que l'argent public, dont le nôtre, celui du contribuable, celui des salariés, ne peut pas servir aux actionnaires. Il doit servir l'emploi, les salaires, l'achat de machines, etc. Et ça, pour recréer de la confiance entre les chefs d'entreprise, les salariés et les citoyens, c'est important. C'est un point fondamental du rapport qui, là, s'il venait à être appliqué, changerait fondamentalement les choses. L'argent public ne peut pas servir les actionnaires. Non, et on pourrait même plus loin, parce que là, on comprend bien le calcul, mais on pourrait même se dire, les gens chez eux se disent, oui, mais bon, ils peuvent verser 2,8 milliards, dans ce cas, pas d'aide, en fait, dans l'idée. Pourquoi on leur donnerait encore un peu d'aide, alors que, c'est peut-être l'étape d'après. On comprend bien. Tout à l'heure, on a parlé de Patrick Pouyanné, le patron de Total, mais aussi de Florent Ménégo, qui c'est lui, patron de Michelin, qui sont OK. Ils ont tout du moins dit être d'accord de rembourser. Ils sont OK avec cette idée-là. Comment vous percevez ces déclarations-là ? Et est-ce que ça pourrait montrer sur leurs déclarations, et là je vais reprendre une des éditorialistes de France Info, qui dit que ça montre des patrons un peu désemparés, un peu démunis, qui sous-entendu ne sont pas à la base mal intentionnés, au contraire. Moi, je ne suis pas là pour jauger le cœur ou l'esprit des hommes et des femmes. Oui. Je ne suis pas là. Moi, la question, c'est le système. Parce que M. Ménégo, M. Pouyanné, un jour, ils seront remplacés par un autre ou une autre PDG, et donc le système continuera. Donc pour moi, cette question, elle est fondamentale. Cette transparence. Et ça, comme ils se sont tous déclarés favorables, j'invite les 33. D'ailleurs, je leur ai écrit un courrier en ce moment. Je leur envoie le rapport. Je leur dis que je suis prêt à continuer le débat avec eux. Et je les invite à mettre en application 2-3 choses sans attendre que la loi bouge. Par exemple, la transparence, puisqu'ils l'ont fait devant nous, ils devraient le faire chaque année dans leur entreprise. Et puis après, il y a un choc de rationalisation et il y a un choc de responsabilisation. Et j'en viens sur deux éléments. En plus du montant distribuable, on dit 2 choses importantes pour moi. Une entreprise condamnée pour atteinte grave à l'environnement, discrimination systémique, travail illégal, non-publication de ses comptes, et encore une 4e chose que j'ai oubliée, je m'en excuse, ne peut plus concourir aux aides publiques pendant 2 ans. Oui, ma foi. Ça devrait, Oui. Et la 2e chose, c'est qu'en cas de délocalisation totale ou partielle, le remboursement de toute aide publique sur les 2 dernières années. Ça, dans le combat idéologique, ça fait 40 ou 50 ans que des syndicats, des partis politiques, le Parti communiste, dit ces choses-là. Donc maintenant, il est acté par un rapport sénatorial adopté à l'unanimité. Qu'il faudrait aller dans ce sens. Au moment du budget, j'en viens, je vais déposer l'amendement et je vais proposer
à tous ceux qui étaient dans la commission de le signer avec moi. Et qu'on mène le combat. On va voir si ça s'appliquera à ce moment-là. Parce que c'est vrai qu'il est intéressant de voir que dans une commission d'enquête qui n'est pas contraignante, on va voir comment ça va s'appliquer après. Alors, comme je le disais un peu plus tôt, votre rapport a beaucoup fait parler dans les médias et sur les réseaux sociaux, énormément parlé, peut-être plus que dans les médias classiques, mais ça c'est une autre question, on va en parler après. Notamment sur le plateau de C'est dans l'air, où l'économiste Philippe Dessertine, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, a tenté d'expliquer la situation par le manque de compétitivité des entreprises françaises. On l'écoute et on vous fait réagir juste après. On va dire que c'est l'ensemble du système français qui pose problème. On est le pays avec les prélèvements obligatoires les plus élevés du monde. C'est-à-dire que quand vous prélevez énormément, du coup, on essaie de compenser. Et c'est ça tout le problème. C'est-à-dire qu'on est dans un système fou dans lequel vous avez des prélèvements incroyables et on dit, en fait, ça fait perdre en compétitivité. Et là, on confirme, et François Bayrou l'a évoqué longuement également, c'est la question du déficit du commerce extérieur, qui est en fait même peut-être plus grave encore que le déficit public. Il dit... On est dans un système fou où les prélèvements obligatoires et les dépenses publiques les plus élevées du monde s'appliquent, selon du coup Philippe Dessertine, et à ses yeux, ça viendrait plomber la compétitivité des entreprises internationales qu'il faudrait donc, ça coule de source, aider avec des milliards d'aides. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette logique imparable? Non, je l'ai combattu d'ailleurs toute la commission d'enquête. Et ça a été notamment un point de désaccord fondamental avec mon président. Et d'ailleurs, on a fait vivre le débat démocratique. Qui est des républicains. Oui, mais parce que moi, je crois que la démocratie, c'est la dispute organisée. On peut tous dire, arguments, poser et contrecarrer. Donc, par exemple, tout le patronat est sur cette question-là. On est les recordman des prélèvements obligatoires, on est assassinés, laissez-nous tranquilles. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, d'ailleurs, quand on regarde de près. Trop de normes. Patrick Martin a inventé un nouveau mot. Lui, il parle maintenant de compensation. Donc, ils sont en train de mener un combat idéologique en disant... Et effectivement, il y a de l'argent qui nous est donné, mais regardez, c'est des compensations, etc. etc. Bon, d'abord, premièrement, effectivement, on a des prélèvements obligatoires élevés. Il faut le dire. Mais oui. C'est vrai. Mais pourquoi? Mais parce qu'on a un modèle social aussi parmi le plus compétitif au monde. Et d'ailleurs, plutôt que de le détricoter, on devrait en être fier et le renforcer. C'est tout le débat que j'ai eu avec Patrick Martin et plein de PDG. Pourquoi? Il vaut mieux avoir des salariés bien formés, en bonne santé, qui ont accès à de l'émancipation, ou alors... Quand on me dit ça, il faut me dire quel modèle social on vise. Est-ce que vous visez le modèle social où un retraité sur deux en Allemagne et un retraité pauvre est obligé de reprendre un job, parfois à 1 euro? Est-ce que vous ciblez le modèle social chinois où on travaille 48 heures par semaine avec 5 jours de vacances avant 40 ans et 11 jours à partir de 40 ans? Est-ce que vous visez le modèle indien ou bangladais? Ou États-Unis, on pourrait aussi dire. Non, mais allons-y. Parce qu'une fois qu'on dit que notre modèle social est trop fort, cher, voilà. Il faut me dire lequel on vise. Donc, déjà là, j'ai jamais la réponse. Ah non, on ne veut pas l'attaquer. Ah, mais on ne veut pas l'attaquer. Certains disent que oui, certains disent si. Oui, on pourrait se responsabiliser. Oui, mais quand vous leur posez la question, dites-moi lequel vous visez. Oui, c'est moins clair. C'est plus flou. C'est quoi que vous visez? Parce que si vous n'êtes pas d'accord avec... C'est moins rêveur, si on dit aux Français... Est-ce que c'est le modèle... américains, les travailleurs, dès qu'ils ont un problème, ils ne peuvent pas les soigner parce que ça coûte des dizaines et des dizaines de milliers de dollars, par exemple pour affronter un cancer ou autre. C'est ça la question qu'il faut poser. C'est ça qui est la question, bon, tout à fait. Donc effectivement, vous êtes moins prélevé, mais elle pèse plus en réalité sur la société et sur l'imposition. Donc en fait, c'est kiff-kiff quand vous regardez les choses. Il faudrait tout compiler. C'est-à-dire, nous, on a un modèle social où, avec le chômage, avec évidemment des prestations sociales, évidemment l'assurance maladie, mais il faudrait compiler le reste. Et en réalité, vous verriez... Bon. Deuxième question, c'est qu'on a un capital qui, en France, est extrêmement accompagné. C'est 211 milliards. Ce n'est pas une petite paille. Par exemple, le crédit d'impôt recherche, les 8 milliards d'euros, il est extrêmement compétitif. Il est l'un des meilleurs au monde pour attirer des chercheurs. Les Allemands, à qui souvent le capitalisme français fait référence, n'ont pas le même modèle de crédit d'impôt recherche. Ça n'existe pas en Allemagne. Alors il paraîtrait. Ils sont en train d'y réfléchir pour être aussi compétitifs. Bon, donc c'est toutes ces questions qu'il faut... Moi, ce que je souhaite, c'est un débat d'ensemble et pas tronqué. On met les prélèvements obligatoires, on met le modèle social, on met le versement des dividendes. Oui, il faut mettre tout dans la balance, en vérité. 40, 98 milliards. Bien sûr. On a un des capitalismes les plus voraces
en versement des dividendes. C'est ça aussi la question. Et enfin, quand même, ces très grandes entreprises, elles sont des multinationales. On dit aujourd'hui qu'elles sont pavillon français, mais c'est faux. Michelin est français, mais 9% de son capital est en France. Tout le reste est à l'étranger. Total Énergie, c'est pareil. C'est mondialisé. Voilà. C'est mondialisé. Et en réalité, vous regardez que sur le modèle de la fiscalisation ou de l'imposition, ils ne payent pas 25%. Ils sont loin de le payer. D'abord parce que, en moyenne, chaque entreprise du CAC 40 dispose de 63 filiales à l'étranger et en général 15% d'entre elles dans des paradis fiscaux. Donc, qui permet les montages qu'on connaît. Des montages extrêmement complexes que même la DGFiP ne sait pas remonter parce que c'est extrêmement complexe. On parle d'évasion fiscale à hauteur de 100 milliards. D'évaluation, une évaluation. Donc, vous voyez. Bon, voilà. Donc, en réalité, voilà. Par exemple, je prends ce dernier. On a découvert un mécanisme que personne ne connaît. Et je ne crois pas, c'est pas vous faire offense de penser que vous le connaissez plus. L'IP Box. Je ne savais pas ce que c'est. C'est à côté du crédit d'impôt recherche. Après, vous avez une fiscalité sur les brevets. Les brevets, vous devez les loger dans une filiale. Et en général, ils le faisaient à l'étranger pour que la fiscalité soit moindre. Parce que la fiscalité était autour de 25%. Donc, on a créé, nous-mêmes, en France, un schéma d'optimisation fiscale qui s'appelle l'IP Box. Si vous logez vos brevets en France, au lieu de payer 25%, vous payez entre 9 et 10%. Donc, pour les maintenir sur le territoire. Pour les maintenir sur le territoire, c'est un schéma d'optimisation fiscale. Tout à fait, oui. Qui n'est jamais évalué. Et de ce qu'on en maîtrise, là, on estime que pour certaines grandes entreprises, elles triplent le montant du crédit d'impôt recherche. D'accord. En effet. Donc, c'est pas une petite broutille. Non, du tout. Et donc, en vérité, ils disent on est écrasé par les impôts, mais écrasé par les impôts qu'ils devraient payer, mais qui en réalité ne payent jamais avec des systèmes tels que celui-là et beaucoup d'autres à côté, 250 dépenses fiscales, je le rappelle, et qui permet quand même. Et d'ailleurs, plus on est gros, plus on a l'ingénierie, plus on a les moyens humains et financiers de concourir à tous ces schémas d'optimisation. Et plus vous êtes petit, alors là je reprends mon boulanger du coin. Oui, lui, il paye. Lui, il se fait massacrer sur les factures d'énergie. Ouais. Lui, il n'a pas de schéma d'optimisation fiscale, donc il paye plein pot, etc., etc. Bien sûr. Bon. Non, bien sûr. Voilà, c'est pour ça que la différence est très importante. Très importante. On aimerait parler aussi du budget, parce qu'en fait, alors c'est intéressant parce que vous dites, voilà, au Sénat, on a pu se mettre d'accord entre LR, pas LR. On est tous arrivés au même stade. Oui, les constats sont terribles, les propositions, on est d'accord sur les 26, etc. Bon. Dans les faits, là, M. Bayrou, il n'est pas LR, il est censé être plus de gauche que les LR, et pourtant, il propose un plan d'économie qui est salué d'ailleurs par le président de la République comme courageux et lucide, vous l'avez vu sans doute passer, ces mots-là, et tout en disant 211 milliards, hein, le chiffre, il le reprend, mais il n'applique pas dans son calcul, on a l'impression, pour pouvoir faire face à cette réalité. Ce budget fait beaucoup causer depuis la mi-juillet, depuis le 15 juillet. J'en ai listé quelques points dans l'introduction, comme on l'a vu dans la vidéo, comme la suppression des 2 jours fériés, par exemple, notamment du 8 mai, on n'en parlera pas, on sait que c'est terrible par rapport au nazisme, etc. Enfin, il y a beaucoup de symbolique, mais aussi de vendre la possibilité donc de vendre sa 5e semaine de congé payé. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de vous poser la question si vous êtes opposé à cela. J'ai la réponse, on l'a tous ici. Même le RN d'ailleurs pour dire qui commence à dire sur le réseau de pas comment dire être d'accord, et il fait planer le spectre de la fameuse censure qui viendrait peut-être à la rentrée. D'ailleurs, vous êtes partisan, j'imagine, de la censure du gouvernement à la rentrée. Vous serez député. Là, vous serez député. Si j'étais député, oui. Je censurais direct. Donc, il n'y a pas de surprise, évidemment. Hier, mercredi 23, parce qu'on tourne le 24 aujourd'hui, Le Figaro titrait, je cite, « Budget 2026, fronde généralisée contre le plan Bayrou ». Généralisé. C'est mardi matin, je crois précisément, il y a une pétition intersyndicale qui a été lancée contre le budget, jugé d'une brutalité sans précédent, et même décrit comme je le cite toujours, une déclaration de guerre sociale. C'est des termes que peut-être que vous utilisez aussi, une bonne partie de la gauche utilise. À l'inverse, on a entendu le président donc qualifier de courageux et de lucide le plan, mais aussi
Patrick Martin, vous le connaissez bien désormais, le président du MEDEF, le principal syndicat patronal, qui dit ceci, on l'écoute. Évidemment, on est assez satisfait des déclarations que le Premier ministre et un certain nombre de ses ministres ont faites avant-hier, qui apportent, en espérant que les turbulences parlementaires ne viennent pas dénaturer tout ça, c'est presque un vœu pieux malheureusement, qui apportent quand même, comme je le disais tout à l'heure, de la visibilité et de la prévisibilité dont on a bigrement besoin, notamment pour répondre à tous ces grands défis qu'on vient d'évoquer. On vient d'écouter donc Monsieur Martin, le président du MEDEF sur BFM, qui se dit, je le cite, évidemment assez satisfait, mais espérant que les turbulences parlementaires, dit-il, ne viennent pas dénaturer les promesses du budget, qui reste à voter évidemment, puisque ça doit passer au Parlement. Et puis c'est mal parti. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce passage avec Monsieur Martin? Bon, je vais vous surprendre. Ah. Moi, je crois que l'instant de vérité de Bayrou n'est pas une présentation d'un budget. D'ailleurs, je pense que lui-même sait qu'il ne passera pas. D'abord, il ne passera pas parce qu'il n'a pas d'assises populaires et il n'a pas d'assises à l'Assemblée nationale. Il n'a pas de majorité sur ce texte. Mais d'abord, ils sont illégitimes, je le rappelle. Il y a un an, ils ont volé le résultat des élections. Non, mais c'est toujours bien de le redire. C'est vrai que ce n'est pas le MoDem ni les LR qui sont arrivés en premier. Ni assises populaires. Ni assise à l'Assemblée nationale. Majorité écrasante au Sénat, puisque en réalité, c'est le Sénat qui dirige. Puisqu'il y a 11 sénateurs, le chef, c'est Bruno Retailleau, le vrai Premier ministre, c'est Bruno Retailleau, et donc c'est lui le chef. Bon. Mais Bayrou sait ça, il sait qu'il va tomber. Et donc, il n'a pas présenté un budget. Qu'est-ce qu'il a présenté alors? Et dans quel objectif? En fait, l'objectif de Bayrou, c'est d'ouvrir l'après-Macron. Donc, il nous a fait une demi-heure de discours politique où il a expliqué que si ce n'était pas le sang et les larmes, nous étions proches du précipice, nous étions comparés à Tsipras, la Grèce en 2010, tout ça est complètement abracadabrantesque, comme dirait Chirac. Donc, ils veulent faire peser un discours de peur pour dire... Soit vous acceptez le sang, les larmes, soit on finira comme Tsipras à baisser les pensions de retraite et les salaires. Deux, en même temps qu'il y a ce discours de peur sur la dette, donc la dette par exemple, moi, je refuse de ça. La dette qui est amenée à l'année... Non mais 3 300 milliards, 5 000 euros par seconde, voilà. 113% du PIB, par exemple, ça c'est une ineptie. C'est des chiffres qui écrasent tout le monde en vérité. C'est une ineptie économique. Oui. La dette française, elle est détenue, en général, les titres courent sur 8 ans et demi. D'accord ? Bon. Quand tu ramènes ça à une année de création de richesse et de PIB... Ça n'a peu de sens. Ça n'a plus de sens. Ouais. Ça n'a aucun sens. Donc c'est un récit politique. Donc c'est un récit pour écraser. Okay. Deuxièmement, président de la République, c'est le discours de la peur de la guerre. On écrase là aussi. Donc, préparez-vous, il va falloir réduire tous les budgets, sauf celui de l'armement et de la guerre. Tous les budgets, sauf celui de l'armement et de la guerre. Parce que c'est la géopolitique mondiale. Et donc... Il y a un risque quand même là-dessus. Bon, c'est pas le sujet de bien sûr, c'est un risque. Voilà. Non, il ne faut pas le sous-estimer, mais il ne faut pas le surestimer. Oui. Et alors, une fois que tu as fait ça, le but est de dire, bon, donc, tu as bien compris, sang et des larmes pour les travailleurs et travailleuses, gel dans les prestations sociales, moins 5 milliards dans les dépenses sociales, on va arrêter de rembourser les maladies longue durée, on va mettre 50 € de plus sur la franchise médicale, il y a 2 jours fériés qu'on va vous enlever, on agite le chiffon rouge, donc tout le monde s'énerve, et les plateaux de télévision ne font que ça, à juste titre, bref. Et d'ailleurs, tout le reste est en négociation, c'est-à-dire les 211 milliards, les aides publiques en négociation avec le patronat, et la taxe sur les milliardaires, on va voir. Bon. Mais il sait que ça ne passera pas. Et d'ailleurs, maintenant... donc il sait qu'il sera censuré, ou il sait qu'il n'aura pas de majorité. Et d'ailleurs, donc il prépare le terrain pour beaucoup pire pour 2027. Et d'ailleurs, il faut écouter Retailleau et Édouard Philippe, qui soutiennent les deux Bayrou, comme la corde soutient le pendu. Ils disent « Ah, c'est bien ce qu'il a dit, François, mais ça ne va pas assez loin. » Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il n'y a pas que lui qui dit ça. Je vais au bout. Il prépare donc les esprits. Oui. D'ailleurs, il faut noter, les instituts de sondage disent quoi ? Ils disent qu'à une courte majorité, les Françaises et les Français sont prêts à des sacrifices,
mais qu'ils trouvent quand même très majoritairement que le plan est injuste. C'est-à-dire qu'ils les touchent eux, mais il faudrait qu'ils touchent un peu. Donc qu'est-ce que se prépare à dire Retailleau et Édouard Philippe? Parce que Bayrou chutera. Et donc, je ne sais pas, un budget d'austérité, etc. Et après, on sera dans la course à la présidentielle. Et donc, il aura ouvert une fenêtre d'Overton en disant, et permettra à Retailleau ou un autre, de dire François a tenu un discours de vérité. Mais il n'allait pas assez loin. Parce que maintenant, la question est, il faut revenir sur les 35 heures. D'ailleurs, un des plans, c'est produire plus. Oui. Personne ne peut croire qu'en 2 jours fériés, on va produire plus que ce qu'on fait. Tout ça, c'est... Et la productivité française n'est pas mauvaise, il faut le rappeler au niveau... Mais non, mais là, en plus, on travaille autant que les autres Européens. Oui, tout à fait. Et en réalité, c'est la productivité horaire qu'il faut regarder, qui est une des meilleures. Mais bon, je me laisse. Si on est dans leur champ, en vérité, il faut en finir avec les 35 heures, revenir aux 39. Donc, Retailleau proposera ça. Deuxième chose, il dit, on ne travaille pas assez longtemps. Donc, il faut aller à 65, voire à 67 ans. Troisièmement, la répartition ne tient plus. Donc, il faut une dose de capitalisation. Et en vrai, le vrai discours qu'il fallait bien écouter, Bayrou, sur certaines phrases, est-ce que sur le travail, on peut reposer les prestations sociales, etc. etc. Donc, il prépare l'idée que la sécurité sociale telle que nous la connaissons ne peut plus supporter la maladie, le chômage ou d'autres, et ils vont inviter, par exemple sur la question du chômage ou la question des maladies, à s'assurer individuellement de façon privée. Donc, Bayrou n'a pas présenté un budget. Il a préparé le terrain pour que des droites radicalisées prennent appui sur la censure qu'il va subir pour aller beaucoup plus loin. Et enfin, il teste une chose, quelle sera la résistance du mouvement social face à un plan qui déjà apparaît dur. Et donc, c'est vrai, et heureusement que les syndicats se mettent en mouvement, parce que c'est un test. Et ils vont dire, on va mesurer et on va voir jusqu'où on peut aller en leur promettant du sang et des larmes. Voilà ce que je voulais dire. Donc, bien sûr que c'est dur. Il faut s'y opposer, il faut le faire tomber. Mais il faut prévoir le coup d'après. Mais en même temps, il faut regarder, il prépare déjà le coup d'après. Et d'ailleurs, là, on va passer à la deuxième partie de l'émission en parlant des médias, parce que c'est un peu aussi là une forme de transition assez bienvenue. C'est-à-dire que là, on a les syndicats qui se mettent en mouvement. Est-ce qu'on peut espérer, en quelques mots, là, la possibilité qu'un mouvement social puisse, on parlera à la fin de l'émission, en parlant de la fête de l'UMA, l'appel du 10 septembre, il y a des choses qui se gravitent, etc. Est-ce qu'on peut voir dans cette large intersyndicale quelque chose de l'ordre de quand on a avec la réforme des retraites? Est-ce que c'est possible encore? Ah ben je l'espère. Vous l'espérez au moins, quoi? Ah ben oui. Alors moi j'ai pas de leçon à donner au mouvement social. Hein. Vous le suivez? Non, chacun à sa place. Moi je ne suis pas donneur de leçons au mouvement social. Je sais ce que c'est de perdre une journée de travail et de faire grève. Donc aujourd'hui au poste où je suis, je ne me permettrai pas d'aller voir des travailleurs en disant au fait, le 10 septembre ou un autre jour, tu fais grève. Évidemment. Donc, chacun sa place. Je vois que les organisations syndicales se mobilisent. Tant mieux. Nous, il faut être en appui. Voilà. Nous, politiquement, il faut qu'on prépare un contre-budget. Plus juste socialement, écologiquement et fiscalement. Voilà notre affaire pour faire grandir le mouvement, quoi. Voilà. Bien sûr. Et on passe tout de suite à la partie 2. Et donc, parlons maintenant médias, mon cher Fabien. Le sujet est aussi vaste et crucial puisque ça va avec, hein, on le comprend sans l'expliquer, même si on va y aller, pour la bonne santé d'une démocratie, tout du moins d'une société qui se veut démocratique. Et la situation en France est particulièrement délétère avec une concentration des médias de plus en plus importante dans les mains de quelques-uns. On va en parler pour faire la transition avec la première partie de l'émission et quelque part aussi pour rester un peu dans le thème de cette première partie avec ces 211 milliards. J'ai vu passer un échange de tweets houleux entre un certain Clément Beaune et vous sur Twitter. Non, on appelle ça X, monsieur Musk a renommé. Clément Beaune, qui est donc le haut commissaire à la stratégie et au plan, et donc directement concerné par les travaux que vous avez rapportés au Sénat. Alors, l'embrouille, si on peut dire ça comme ça, mais c'était pas vraiment une embrouille, mais on parle de drama un peu sur Twitter, commence par un message que vous postez, qui vient accuser Marc Vigneault, qui est un journaliste du quotidien L'Opinion, de faire du journalisme de cours, là je cite l'expression que vous avez utilisée, alors qu'il ne fait là que partager un rapport de l'administration, vous en avez parlé au tout début rapidement, de Clément Beaune, qui vient contredire votre propre rapport.
On commence par ça. Déjà, qu'est-ce que c'est que le journalisme de cour pour vous ici? Moi, j'ai le plus haut respect pour les journalistes. Merci. Mais, je dirige un journal. Tout à fait, on va en parler. Mais le journalisme, c'est poser des questions, parfois qui vous déplaisent, et ce n'est pas grave, et c'est votre rôle. Mais c'est aussi s'appuyer d'abord sur les faits, et puis faire du contradictoire. Et il n'y a pas d'un côté un journalisme qui serait neutre. Moi, je ne crois pas à la neutralité. Ça n'existe pas en journalisme. Tout le monde parle de là où il parle. Mmh. Mais encore faut-il avoir l'honnêteté de le dire. Donc l'Opinion est un journal plutôt classé à droite libérale ou à l'extrême droite. Monsieur Vigneault a fait une vingtaine de tweets depuis plusieurs mois contre le rapport, contre les auditions. Il en a parfaitement le droit. Et il ne commente pas il a commenté le rapport pour le détruire, ce qui est son droit. Et là, il fait un énième tweet en disant enfin le rapport du Haut Commissariat pour dégonfler le rapport du sénateur Gay. Pour gonfler à l'hélium. Oui, gonfler à l'hélium, c'est effectivement ce donc tweet. À un moment donné... il y a une prise de parti là aussi, mais il a le droit. Il a le droit, mais attendez, moi je respecte la liberté de la presse, son pluralisme et son indépendance, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit nous-mêmes de critiquer un travail qu'on considère pas tout à fait journalistique. Et même s'il était journalistique, j'ai le droit de contester son avis, puisqu'il donne le sien. Attendez, autrement, bon. Oui, donc un journalisme de cour, c'est quoi? Oui, c'est quoi? C'est de reprendre des éléments de langage livrés par la Macronie une semaine après la publication de mon rapport, parce que personne ne peut croire que ce rapport... Il aurait débuté avant que vous avez commencé votre travail. Oui, et la marmotte aimait le chocolat dans le papier alu aussi. Mais s'il y en a d'autres qui veulent le croire, tant mieux. Mais c'est très bien. Moi, je fais de la politique comme Clément Beaune. Clément Beaune a été dans les différents cabinets ministériels, 2 fois ministre, et là maintenant était nommé par le Premier ministre, qui lui-même a été haut commissaire au plan, pour exercer cette fonction. Donc, son rapport a été commandé, il est vrai, il y a un moment, mais pour contrecarrer en réalité notre rapport. C'est ça le réel. Et si le chiffre de 211 n'avait pas été repris comme ça, très probablement qu'ils n'auraient pas fait une conférence de presse pour alimenter le truc et dire « Ah, il y a 211, mais voilà le chiffre réel. » Bon. Et donc, le journalisme de cour, c'est le journalisme qui reprend le chiffre officiel, redonne les éléments de langage, dénigre l'opposition que je suis, ne lui donne jamais la parole pour dénigrer son travail. Je le rappelle, adopté à l'unanimité, 1500 pages, 6 mois, contre 20 pages rédigées à la hâte, je le redis. Et donc, effectivement, au bout de, je ne sais, X tweets qui démontrent mon rapport, oui, j'ai le droit de contester la chose. Bien sûr. C'est aussi ça la démocratie. Tout à fait. D'ailleurs, Clément Beaune aussi se permet de dire que vous ne l'avez pas auditionné et vous lui avez tendu la main, d'ailleurs, en disant... Et moi, je lui ai rappelé qu'il ne m'a pas invité à sa conférence de presse, mais j'ai vu que toute la Macronie y était. Voilà, une erreur, un oubli, peut-être, un oubli, sûrement. Voilà, vous dites effectivement cela. Alors, au-delà de l'échange drama qui n'en est pas un sur X, il y a un débat intéressant quand même de fond. On en a parlé avec moi tout à l'heure, c'est-à-dire la définition du mot, la qualification, c'est ça le débat en fait, d'aide pour qualifier les montants alloués par l'État aux grandes entreprises. Vous avez proposé un débat à Clément Beaune. Est-ce qu'il a accepté votre proposition? Je crois qu'il y a une radio, Sud Radio en l'occurrence, qui essaie de monter le débat. J'ai donné mon accord. Et puis j'ai vu Hugo Couturier, qui fait aussi des Twitch politiques, dire qu'il était prêt à organiser le débat. S'il souhaite, pas de problème. On peut en faire 1, 2 ou 3. Je n'ai aucun problème. D'autant plus que mon rapport propose dans sa recommandation 3 que le haut commissaire au plan fasse un rapport et le rende public chaque année sur les aides publiques. Et la deuxième chose, qui crée un observatoire des aides publiques indépendant avec des parlementaires, des chefs d'entreprise, des syndicalistes, des chercheurs et des économistes. Donc je suis pour en être. Bon. Ce qui est intéressant avec le rapport de M. Beaune, parce qu'une fois qu'on a tourné tout ça, parce que moi ce que j'aime pas, c'est qu'on me prenne pour un abruti. Alors, M. Beaune laisserait penser que mon rapport serait politique, le sien neutre, le nôtre gonflé à l'hélium et la vérité absolue. Donc d'abord, tout le monde fait de la politique. Moi, on m'a dit, vous faites de la politique. Oui. Et vous vous en cachez pas, pour le coup, là. Quand pardon, vous dites que aide... voilà, vous non, en cachez pas. Pardon, je me suis même présenté à des élections politiques pour être élu, et j'ai été élu sénateur 2 fois par les grands électeurs et grandes électrices de la Seine-Saint-Denis, pour être élu au Sénat, pour faire de la politique. Moi, plein de fois, une ministre, une fois, une nuit...
m'avait dit ça au Sénat. « Oh, monsieur Gay, vous faites de la politique !» Je dis « Oui, pourquoi vous faites de la belote ?» Pardon, on est ici dans une assemblée politique. Oui. Donc moi, j'assume, j'ai des convictions. Et vous les appliquez quand je les exprime, je les défends, et je fais de la politique comme Clément Beaune. Donc il n'y en a pas un qui aurait des arrière-pensées politiques et l'autre qui serait des neutres. Et il n'y a pas la vérité absolue et celle qui serait militante. Parce qu'ils sont aussi des militants. Et d'ailleurs... Ils s'en défendent très souvent. Hein. D'ailleurs, les journalistes aussi... Le journaliste de l'opinion est un militant. Mais il en a tout à fait le droit. Mais à partir du moment où il nous le dit. Bon, peu importe. Donc moi, qu'est-ce qui m'intéresse ? Il donne un chiffre. Et d'ailleurs, j'invite chacun à le regarder parce que il est le chiffrage, si on prend tout, le périmètre, comme nous l'avons, le chiffre de 211 est dépassé. On est plus près des 224 que des 211. Mais c'est 100 de moins. 100 milliards de moins que... Mais non, en fait, donc sur le chiffrage, finalement, on est assez proche dans la méthodologie. Donc, dans la méthodologie, bien sûr. Mais après, c'est dans le périmètre qu'on retient. C'est ça. Et il en exclut deux. Les exonérations. Alors, il y a les aides fiscales déclassées. Alors, c'est celles qui rentrent dans le long terme. Par exemple, un abattement de TVA qui a plus de 5 ans, on dit c'est une aide fiscale déclassée parce qu'elle rentre dans le champ commun. Bon, mais quand même, il faut la compter. Bon, parce que chaque année, vous pouvez la remettre en question. Donc, il y a un choix politique de dire, ah bon, on l'abandonne ou pas. Nous, on a fait le choix de ne pas l'abandonner. Et la deuxième chose, c'est les exonérations de cotisations patronales. Exactement. Alors, 74 milliards. C'est ce que je lui ai dit. Je ne comprends pas. Parce que moi, je comprends deux choses. Soit vous faites comme nous et vous le retenez. Nous, on a fait comme l'IGF, comme Bruno Le Maire, et comme Madame Vautrin, et comme Monsieur Lombard. C'est-à-dire qu'on considère que les exonérations de cotisations patronales sont une aide publique. Eux, ils ont fait le choix de ne pas considérer comme une aide publique. De ne pas le considérer, et un certain nombre de libéraux ne les considèrent pas. Mais soit vous les prenez totalement, les 77 milliards, soit vous les excluez totalement. Et alors là, il a pris un périmètre de 3 milliards. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Ça, c'est une aide publique, et les 74 autres, ça, c'est pas une aide. Donc j'espère que le débat aura lieu pour qu'il m'explique. Mais pourquoi je considère que c'est une aide publique ? Parce qu'en plus de M. Le Maire, M. Lombard, l'IGF, et un certain nombre de membres de l'administration française. À la sortie de la guerre, votre fiche de paye, elle s'est divisée en 3. Votre salaire net, votre salaire brut, donc ça... Tout à fait, on comprend tout à fait voilà, tout ça. Et le salaire super brut. C'est les cotisations patronales. Les cotisations patronales, elles sont payées par le patron pour notre modèle social, mais c'est votre salaire. Donc, c'est-à-dire que quand vous touchez 2 000 euros de net, 2 700 euros de brut, et que ça, on dit que ça coûte en général au patron 4 000 euros, mais non, c'est 4 000 euros votre salaire, 4 000 euros votre salaire, 1 300, c'est cotisations patronales payées par le patron, 700 payées par vous, voilà, et 2 000 vous permet de vivre. C'est ça la réalité. Donc, le salaire net, le salaire brut, le salaire super brut. Donc, quand on vous enlève 500 euros de super brut, qu'on exonère votre patron de 500 euros. En réalité, on vous vole. On prend de l'argent. Non, mais... Oui, parce qu'en tant que communiste, vous rappelez, si je comprends bien, parce que voilà, que tout l'argent dont se sert le patron pour payer telle ou telle cotisation, c'est de la valeur créée par le travail du salarié. C'est ça que vous dites, que vous rappelez. Oui, il y a le travail, c'est le travail qui crée la richesse. Et le partage de la valeur, il se fait entre le salaire, aujourd'hui les actionnaires, et le patron, et l'entreprise qui réinvestit, etc. Donc, sur votre part de salaire, votre salaire, il est composé en 3. Je le redis. Votre salaire net, votre salaire brut, votre salaire super brut, ce qu'on appelle les cotisations patronales. Quand on exonère, disons, de 500 euros de cotisations patronales, votre patron, en réalité, il vous vole de l'argent. Parce que c'est de votre salaire qu'il est exonéré 500 euros. Mais ce n'est pas lui. Bon, comme ils ont transformé et mené une bataille idéologique en appelant ça charge, donc... Et coût du travail, d'ailleurs, c'est sous l'objet de... Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Ah. Eh oui, parce que si ça s'arrêtait là, c'est... Alors, ce qu'ils disent sur les plateaux, vous savez, les gens bien habillés, j'en ai vu, Jean-Marc Sylvestre, ils ont tous défilé depuis 15 jours. Avec une belle voix. On compile des choux et des carottes. Est-ce que les aides budgétaires et les aides fiscales peuvent être mis au même plan que les exonérations? Les communistes comprennent rien à l'économie. Oh là là, que c'est drôle. Et puis ils se tapent sur le bras.
et tout. Il y a même la présentatrice de France Info, elle a commencé à me faire le même topo. Et puis quand elle a vu que j'allais... Elle a dit, c'est pas une critique de ma part. Hein. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Là, bougez pas, je vais vous répondre. Donc, en plus de ça, en plus de ce vol, qu'est-ce qui se passe ? Depuis 1993, on fait des exonérations de cotisations patronales. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe ? L'État compense par le budget l'argent qui les exonère, le patron. Donc, alors, là, aujourd'hui, c'est 77 milliards. Donc, vous organisez le trou de la Sécu. Et en plus, maintenant, il y a 5 milliards qui sont plus exonérés. Tout à fait. Donc, il en exonère en vérité 72 sur les 77. Il laisse. Et après, ils vous disent les mêmes. Oh, il y a trop de dépenses sociales. Regardez le trou de la sécurité sociale. Ben oui, puisque tu as exonéré 77 milliards de cotisations patronales. Qu'il faut récupérer à un moment donné ailleurs. À un moment donné. Voilà. Donc, écoutez bien, vous êtes volé 2 fois. D'abord sur votre salaire, et la deuxième chose, en tant que contribuable. Ce qu'on vous prend de la main droite sur votre salaire, c'est vous qui allez le compenser de la main gauche en tant que contribuable, puisque vous remettez au pot pour compenser la part de salaire qu'on vous a volée. Donc, on vous vole 2 fois. Et donc, oui, plus que jamais, les exonérations de cotisations patronales sont une aide publique, puisqu'elles sont compensées par le budget de l'État. Et donc, ce n'est pas qu'un manque à gagner pour le budget de la sécurité sociale, c'est aussi du déficit du budget, et notamment une grande part de la TVA, maintenant, va compenser. Et ça, vous le savez, la TVA, c'est la première recette fiscale. Tout à fait. Et c'est l'impôt le plus injuste, parce que de la même manière, tous les deux, comme les milliardaires, comme celui qui n'a pas grand-chose, on paye tous le même taux de TVA. Donc, c'est insupportable. Donc, voilà cette affaire. Et alors, quand vous commencez à redire ça, ah oui, d'accord, bon, allez, c'est bon, on ne comprend rien de ce que vous dites. Oui, on ne comprend rien, mais je vais vous le redire. Donc, j'ai dit ça à France Info, et il y avait même, comment il s'appelle, l'ancien Libé, Laurent Geoffrin, qui a essayé de me couper 3 fois, mais à la fin, il a quand même été, ah oui, c'est vrai. Oui, c'est une lecture, et là, c'est intéressant parce que... Mais c'est pas ça. Moi, j'en fais une lecture politique. Oui, c'en est une. Oui, mais le fait, ce qui est politique, c'est... que je considère que c'est un vol. Mais le réel, c'est que le super brut, c'est du salaire. Voilà, parce que le considéré comme un vol, on pourrait débattre du terme du vol. C'est ça. On peut débattre du terme. Il y aurait préméditation à voler, c'est peut-être pas ça. Mais effectivement, il y a. Mais il y a compensation. Oui, ça c'est un fait pour le coup. Ah, pardon, merci. Voilà. Et là, du coup, depuis tout à l'heure, on parle de politique, on parle donc de débats idéologiques, parce que c'est ça, en fait, quand vous allez sur le plateau de France Info, où votre idéologie politique, votre lecture du monde ne domine pas le plateau, vous essayez de combattre. J'adore. Bah oui, évidemment, c'est une partie de votre métier. Il y a aussi ces définitions de mots pour qualifier telle ou telle mesure, cette bataille culturelle, politique, culturelle évidemment, idéologique. Hein. C'est aussi le sens des médias et du journalisme, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, et j'avais prévu de le dire parce que je le pense aussi, c'est un fait. Des journalistes neutres n'existent pas, le journalisme neutre n'existe pas, tout du moins objectif, parce que la neutralité, on peut, je vous dis que cette table est ronde. Bon, d'accord, c'est neutre, c'est un fait. Mais une fois que j'ai dit ça, on n'a pas parlé du bois, il vient d'où ? Est-ce qu'il a nécessité du travail de Chinois mal payé ? Et là, ça devient engagé, ça devient donc plus neutre de parler d'où provient cette table. Je ne sais pas si c'est était clair mon exemple, mais vous êtes depuis 2021 directeur d'un grand média national, l'Humanité, qui est un des quotidiens, des rares quotidiens, il n'y en a pas 50 en France, des quotidiens nationaux tirés tous les jours, ce qui vous met dans une position singulière. Vous êtes à la fois sénateur communiste, et en même temps à la tête d'un média qui, d'ailleurs, on le rappelle, a été fondé par Jaurès en 1904, et donc socialiste plutôt jusqu'en 1920, quelque chose comme ça, puis devenu communiste jusqu'en 1994, il a été l'organe de propagande du Parti communiste. Aujourd'hui, il en est encore très très proche, mais il ne l'est plus. Depuis les années 90, il s'ouvre à d'autres composantes de la gauche. Donc, l'Humanité a évolué avec votre... d'ailleurs, je travaille à l'Humanité aussi depuis quelques temps. On se connaît d'ailleurs sur ce terrain-là, et sans avoir de carte au Parti communiste, comme quoi. Il y a une évolution. Vous prenez votre position en tant que directeur en 2021. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ? Sans vous raconter toute l'histoire, mais il y a là cette double casquette, cette volonté de s'investir ici, donc cette compréhension, on l'a compris, on discute depuis un moment ensemble, vous avez la bonne définition pour moi de ce qu'est le journalisme, le principe de contradictoire, l'intérêt du combat idéologique, etc. Qu'est-ce qui vous motive, vous, à ce moment-là, de vous dire, tiens, je vais aller à l'UMA, et en plus, ça sent pas très bon, comme toute la presse en général, au niveau finance. D'abord, parce que je suis régulièrement attaqué...
sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Premièrement, je ne touche pas d'argent à l'Humanité, donc je suis directeur non salarié bénévole. Deuxièmement, sur mon indemnité parlementaire, j'en rends une partie substantielle à mon parti, comme tous les élus communistes. Donc je ne fais pas ça pour l'argent. On ne peut pas m'accuser de faire cela pour l'argent. Et déjà, même en gardant une part de mon indemnité parlementaire, c'est déjà beaucoup. Et j'ai beaucoup de chance. Je rappelle, l'indemnité parlementaire, c'est autour de 5 350 €. C'est beaucoup d'argent. Non, mais c'est une somme importante. Vous, issu du milieu ouvrier, tout comme moi, vous savez bien ce que c'est. Je gagne déjà plus que mes parents à leur fin de carrière, donc j'ai pas de. Tenez conscience, oui. Je prends conscience de ça, et mes parents ont une retraite modeste, j'ai envie de dire. Donc je vois bien mes amis qui sont dans le milieu ouvrier, ma famille qui n'est que dans le milieu ouvrier, donc je connais le montant des payes aujourd'hui, donc je m'estime extrêmement chanceux, même en reversant une partie à mon parti. Donc ça, précision. Deuxième chose, pourquoi je suis venu à l'Humanité ? Bon, d'abord parce que j'avais pas fini une histoire personnelle avec le journal, j'y ai travaillé de 2014 à 2017. J'ai été un an collaborateur de Patrick Le Yarrick, qui était le directeur de l'époque. Et puis 3 ans à la direction de la Fête de l'Humanité, qui a été pour moi un merveilleux moment, peut-être un des plus beaux moments, en tout cas professionnels de ma vie. On va en parler après, ouais, bien sûr. Voilà. Et donc, j'avais pas fini cette histoire personnelle. Je suis très attaché à l'Humanité, que je lis depuis très longtemps. Et je considère que le combat idéologique, la bataille politique, elle passe par la bataille médiatique. Et d'ailleurs, c'est un de mes grands combats en ce moment, et de la lecture, et que la gauche, elle doit se rassembler dans la perspective médiatique. Bon, moi, je pose beaucoup les questions d'une télé à gauche, et je pense que nous devrions mener ce combat à plusieurs. J'étais à l'initiative l'an dernier de deux appels contre l'arrivée de l'extrême droite, et ce qu'on a appelé le Front populaire des médias, qui a donné lieu l'an dernier à la première fois à la Fête de l'Humanité, à un village des médias indépendants qu'on refait cette année. Et moi, je pense même qu'on doit franchir une nouvelle étape avec tous des médias indépendants. Bon, donc c'est un combat que je continue à mener. Il y a beaucoup de travail à faire sur ce terrain. Beaucoup de travail à faire. Et donc, c'est ça qui vous a amené à... Et donc, moi, je suis intimement persuadé qu'il n'y a pas de victoire politique sans bataille idéologique et sans passer par la bataille médiatique. Et donc, effectivement, être le 8e directeur de l'Humanité après Jaurès, bon, c'était... Ah oui, ça fait quelque chose. Ça faisait quelque chose, donc j'ai accepté cette mission. Et pour moi, c'est une mission militante. Comment vous composez dans votre semaine la casquette du sénateur, la casquette du patron de presse? Ah non, mais alors ça, beaucoup me posent cette question. Alors d'abord, c'est... Plein de gens se posent cette question. Ouais. Bah, d'abord, c'est une longue tradition à l'Humanité. Alors, c'est vrai que je suis le dernier. Il n'y a plus de parlementaire, directeur presse, il y en a eu dans les années 80, etc. Alors d'abord, comme Bruno Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur, président de parti, candidat à l'élection présidentielle, on ne lui pose jamais la question. On ne pose jamais la question à Laurent Duplon, dont la loi qui est agriculteur et parlementaire. Vous avez le défaut d'être de gauche, vous savez bien. On ne pose jamais la question à plein de collègues qui sont et avocats et parlementaires, des médecins. Donc chroniqueurs radio, télé, enfin il y a des choses comme ça. Bon, bref, il y a un certain nombre de parlementaires. Bon, moi, je le redis de façon éthique. Je ne touche pas d'argent et je me sors de toutes les questions budgétaires autour de la presse. Donc je ne vote pas et je me dédie, comme on dit. Et je ne vote aucune des lois sur les médias. Je dis ça parce que, bon, voilà, il peut y avoir par exemple des agriculteurs qui font des lois sur l'agriculture dont on parle beaucoup. Bon. Donc, comment je compose ma semaine ? C'est des semaines chargées, avec des équipes évidemment formidables du côté de l'Humanité, puis aussi au Sénat. Donc, je siège, en général, le Sénat est ouvert du mardi au jeudi matin. Donc, j'y siège mardi, mercredi, il m'arrive le jeudi. Je fais des allers-retours des fois dans la journée, parce que maintenant, avec la ligne 14... Je donne tous les détails. Qu'on utilise ensemble. Ça va beaucoup plus vite. Oui, c'est vrai. Je mets une grosse demi-heure pour aller de l'un à l'autre. Donc, il m'arrive de commencer le matin au Sénat, de rien avoir, d'aller au journal, et puis de repasser une partie de la nuit au Sénat. Je me déplace aussi pas mal, et dans mon département et partout. Donc, j'essaie de faire au moins 2 jours par semaine à l'Humanité. Ouais. J'y bosse les dimanches.
Voilà, au moins. Et puis, ouais, ça fait des grosses semaines. Hein. Bien sûr. Bon, voilà. Et pendant la commission d'enquête, par exemple, alors là, j'ai beaucoup lâché. Parce que là, ça me prenait du lundi au jeudi, matin, soir. Beaucoup de travail personnel le week-end. Donc, j'y allais plus que le vendredi. Et malgré tout, le journal tourne sans vous. Bah oui. Ça Non, mais moi, je suis pas dans voilà. Non, mais moi, d'abord, il y a une équipe. Moi, Bien je suis pas... Les gens, directeur, c'est pas directeur de la rédaction. Il y a Maud Verniol et Sébastien... Qu'on comprenne. De l'extérieur, on comprend pas comment ça fonctionne. Alors, il y a une rédaction. Bien sûr. Des chefs de rédaction. Des chefs de service. Voilà. Des directeurs. La rédaction en chef. Voilà. Et 2 directeurs de la rédaction, Maud Verniol et Sébastien Crépel. Je les salue s'ils nous écoutent. Donc, eux, ils s'occupent de produire le journal. Moi, je suis le garant de la ligne éditoriale. Eux, ils produisent le journal. Tous les soirs, on échange sur, évidemment, la une. Ils me l'envoient. Voilà. Quand je suis là, il m'arrive de venir en conférence de rédaction pour donner mon avis simple. Voilà. Et après, moi, je prends les coups à la place des journalistes et j'offre une totale liberté aux journalistes. Ce que je leur demande, c'est de faire leur métier avec honnêteté comme ils le font, respecter le contradictoire, respecter les faits et en tirer une analyse pour la livrer, pour que chaque lecteur et lectrice se fasse une opinion libre et éclairée du monde qui l'entoure. Voilà notre mission. Bon, après, il y a une directrice de la Fête de l'Humanité, il y a une DRH, il y a un secrétaire général. Bon, il y a plein de services, c'est vrai que c'est un labyrinthe. Donc moi, je suis là pour diriger le paquebot, donner une vision d'avenir, sur les grandes orientations politiques, budgétaires de la maison, mais je ne suis pas dans la politique quotidienne de la rédaction du journal. Voilà. En parlant de la fête de l'humanité, on va en parler maintenant pour terminer notre entretien. Alors, je prends ma bonne fiche. Avant de passer à cette partie-là pour terminer, il y a, depuis l'année dernière, je crois que l'UMA comptabilise plus d'abonnés numériques que papier. Et vous avez été fer de lance, quelque part aussi, à l'humanité, de cette transition vers le numérique et aussi vers la vidéo avec Saïra, l'émission sur Twitch qui a rencontré un certain succès en 2024 jusqu'à cette année. En 2-3 mots, pour aller vers la dernière partie de l'émission, les innovations que vous avez mises en place, que vous comptez mettre en place pour miser sur l'avenir du journal, du titre L'Humanité. Non, quand je suis arrivé, on sortait du plan de continuation, 2019, donc on est jusqu'en 2031 d'ailleurs, qu'on paye environ 500 000 euros par an de dette. Voilà, c'est un plan. Ouais. On perdait 1500 abonnés par an, papier à peu près. Donc on a refait les nouvelles formules qui étaient lancées avant mon arrivée avec Patrick. Donc ça, on l'a lancé en janvier 2022. On a transformé l'Humanité Dimanche en Humanité Magazine. Et moi, je suis arrivé en septembre 2021. Et là, j'ai dit, maintenant, de toute façon, l'avenir à côté du papier, moi, je suis pour un partisan de garder le papier, c'est aussi le numérique, c'est aussi la vidéo. Donc on a fait plein de choses. On a recruté une équipe vidéo. On s'est lancé sur les réseaux sociaux avec un sacré succès pour les réseaux sociaux aussi, quand même, faut le dire. Un certain succès. Comptabilise plusieurs centaines de milliers sur plein de supports différents de followers, comme on dit. Voilà. On a lancé le 4e média, l'Humastream, l'an dernier à la Fête de l'Humanité. Ouais. On a 2-3 émissions, dont la grosse émission politique, culturelle, sociale, Saïra, qui est une belle émission. On fera la saison 2. On va essayer de faire l'Humastream, des débats. On va essayer de faire autre chose. On a lancé la matinale. À partir de 6h30 du matin, maintenant, il y a les premiers articles qui arrivent. On a 5 éditions numériques dans la journée. Bon, bref. Il y a plein de choses, on a fait. Donc, on a repassé la barre des 40 000 abonnés, dont 20 000 abonnés numériques. C'est une très forte... Les signaux sont ouverts. Voilà. Ouais. Il faut rester humble et c'est très fragile. Le monde de la presse... Et c'est pour ça, d'ailleurs, là aussi, une seconde en temps, qu'il y a des aides à la presse. Parce que c'est le garant de la Constitution, d'un pluralisme et de l'indépendance. Et donc, faire de l'information, aujourd'hui, il n'y a pas de modèle économique. Parce que le papier coûte cher, l'impression coûte cher, la distribution coûte cher. La production audiovisuelle plus encore. Ouais, bien sûr, non, mais tout coûte cher. Tout coûte cher. Mais le papier, c'est un vrai modèle économique. Et aujourd'hui, il n'y a plus de modèle économique. Non. Donc on le soutient par des aides à la presse, mais qui sont, elles, transparentes, et c'est tant mieux. L'an dernier, en aide directe, on a touché 3,2 millions et un peu moins de 2 millions, 1,8 million en aide indirecte, c'est-à-dire l'État donne
aux distributeurs, à la poste, etc., une part d'argent public et pour chaque éditeur pour pouvoir livrer, évidemment, c'est pas de l'argent qu'on encaisse directement, mais qui vont. Bon, voilà. Moi, je pense que c'est la presse. Elle permet le débat démocratique sain dans une république comme la nôtre. Et un titre comme l'Humanité, comme d'autres de nos confrères, il participe à ce pluralisme d'opinion qui est important. Et qui est de plus en plus rare. Puisqu'il y a, je rappelle là des chiffres, en 2025, c'est 9 milliardaires qui détient 90% de la presse papier en France. C'est unique au monde quasiment. Hein. C'est vraiment très concentré. Et, deuxième chiffre, 11 milliardaires, dont les 9 premiers, concentrent 60% de l'audience audiovisuelle française. On connaît le cas de Vincent Bolloré, évidemment, le loup blanc, hein, mais aussi un certain Pierre-Édouard Stérin. Et là, c'est l'Humanité qui révèle cette information avec Thomas Lemayeux, qui est grand reporter, confrère à l'Humanité. Ce milliardaire qui a fait sa fortune avec les smartbox vendus dans les grandes surfaces et qui aujourd'hui rachète, on en a parlé aussi sur ma chaîne YouTube, on en a parlé à l'Humanité dans beaucoup d'endroits, pas suffisamment, Le Monde aussi en a parlé, rachète le compte X Serfia. Je ne sais pas si vous connaissez ce compte, qui n'est pas un média classique, c'est un média indépendant, 1,5 million d'abonnés, etc. Donc on voit que ça montre quelque chose d'autre, un changement vers les méthodes d'influence, en fait, finalement, de la population à travers des médias un peu dits alternatifs, où on ne voit pas ce qui est derrière un compte Twitter, ça paraît inoffensif, ça paraît alternatif, là où aujourd'hui on a de plus en plus de rejet des dites élites et des médias traditionnels. Et j'aimerais qu'on passe maintenant à la troisième partie et dernière partie, la fête de l'UMA. On bascule donc tout naturellement vers la troisième et dernière partie de ce premier numéro de Reboot pour parler de la fête de l'UMA qui aura lieu les 12, 13 et 14 septembre prochains au sud de l'Île-de-France. Juste avant, on a discuté là, en début de l'émission, ou même au milieu, de la bataille culturelle. Est-ce que pour vous, Fabien Gay, et puis même pour les communistes peut-être, et même pour la gauche en général, pour l'UMA tout du moins, cette fête qui rassemble des centaines de milliers de personnes par an, dans un mini-village éphémère, est-ce que c'est perçu comme le navire amiral de cette bataille culturelle que vous comptez mener avec l'Humanité ? Bon, mais je crois que la fête, maintenant, elle est dans le patrimoine des Françaises et des Français, au même titre que le Tour de France. 90e année, 90e édition, et elle aura 95 ans ou 96 ans. Ouais. Puisqu'on ne l'a pas tenue, évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale. Non, cette fête, elle est unique. Elle rassemble un monde militant, sympathisant, du monde entier. La gauche, évidemment, les communistes en sont partie prenante. Mais il y a les gauches désormais. Mais toute la gauche sociale, politique, syndicale, associative, des courants féministes, antiracistes, les animalistes, bon bref. Les progressistes, on peut dire ça comme ça. À gauche, le progrès écologique et social, quoi. Bon, voilà, et le monde, quoi, le village du monde, une centaine de délégations venues du monde entier. Dessus, tu mets des gens venus faire la fête, découvrir des choses. Bon, c'est un mélange assez unique, hein. Et oui, la fête, elle est un moment elle va permettre une rentrée sociale, je l'espère, dynamique. Cette année, peut-être que la fête aura une dimension politique un peu spéciale, vu, on peut dire ça de pratiquement toutes les années, parce que finalement, l'austérité, ce n'est pas nouveau dans ce pays, enfin, en général, avec les politiques menées. Mais là, le contexte post-retraite, réforme des retraites, le plan d'austérité que compte imposer, même si, voilà, on ne sait pas comment ça va se finir avec Monsieur Bayrou. Alors, entre les concerts gigantesques où il y a des dizaines de milliers de personnes, les stands, peut-être plus intimistes parfois, les débats politiques que vous menez aussi, et comme d'autres là-bas, est-ce qu'on peut dévoiler déjà quels seront 1 ou 2 temps forts, une personnalité politique, je ne sais pas, qu'on peut s'attendre dans le programme? Toute la gauche politique sera là. Une exclue, c'est ça que je veux savoir. Une exclue. Non, on travaille quelques invités nationaux et internationaux de premier plan. On a des noms ou pas encore? Bon, allez, je t'en donne un. Je te donne le débat que je vais faire. Ok, ça me dit bien ça. Allez, je peux pas. Avec quelqu'un de droite? Ouais. Ah oui, c'est intéressant. Je te donne. Je vais pour la première fois à l'université d'été du MEDEF. J'ai dit oui. Bon, sur le rapport. Bien sûr. Avec notamment la PDG d'Orange, Madame Edelman, et la présidente de la région
Christelle Morancé. D'accord. Voilà. Et je crois qu'il y a une 4e personne, mais je m'en excuse, j'ai oublié le nom. Donc ça sera un débat où je serai match aller à l'extérieur pour moi. Ouais, ok. Voilà. Et donc j'ai proposé à Patrick Martin, le patron des patrons, de faire le match retour. À la fête de l'UMA. À la fête de l'UMA sur le rapport, les 211 milliards, face à face. Il était déjà venu l'année dernière face à Sophie Binet. Il était venu l'an dernier ou il y a 2 ans, je me rappelle, ou l'an dernier, je crois, face à Sophie Binet. Ça avait fait beaucoup parler. Et là, pour le coup, vous allez pouvoir. Ça va être très intéressant, je pense, surtout avec l'actualité. Merci pour l'exclusivité. C'est une exclue. Ça sera le vendredi, je crois. Très bien. Après-midi. Et au niveau des concerts et des spectacles, là aussi, la liste est hyper longue. Ouais. Il y a beaucoup de surprises. Très très belle programmation encore. Comme chaque année, quasiment, effectivement. Vous disiez à l'instant que c'est quelque chose qui appartient aux Françaises et aux Français, la fête de l'humanité. Il y a, le monde s'y retrouve. C'est une forme un peu de village utopique où on tente peut-être l'espace éphémère dans le temps aussi de mettre à l'application aussi des principes qui vous animent. C'est-à-dire, c'est quand même un des festivals les moins chers de France, si c'était peut-être le moins cher pour l'entrée. Il y a des tarifs sociaux, il y a des prix qui s'appliquent pour intégrer un peu tout le monde. Il y a de la convivialité, la mixité sociale, la mixité politique. Est-ce que, quel est le message politique, parce que c'en est un, envoyé en fait à ce moment-là? Est-ce qu'il y a un message qui dit voilà, la fête de l'UMA, c'est le laboratoire politique concret dont on vous parle toute l'année, mais là cette fois-là, ça marche pendant un week-end. Ah mais la fête, elle est inclassable. Alors moi, je dis que tout ce qu'on rêve de tout au long de l'année se fait à la fête. Mmh. C'est un climat de liberté, c'est un climat de fraternité, de sororité, c'est un climat où les idées racistes, trans, xénophobes sont interdites. C'est un espace safe, comme on dit, pour tout le monde, dont les femmes et tout le monde, en fait. Ouais. On fait de la politique, on mange, on boit, on danse, on fait la fête, on s'instruit dans les débats. On s'émancipe, il y a l'accès à la culture, parce qu'on parle beaucoup des scènes, et à juste raison, mais il y a aussi du théâtre, du cinéma, des expositions. Ouais. Bref, il y a tous les arts qui sont mêlés. Donc, c'est un peu ce qu'on aimerait faire tout au long de l'année. Et puis moi, je tiens beaucoup à sa dimension sociale. Beaucoup de gens sont exclus des lieux de culture, notamment par l'accès par le prix. Un concert à Paris, c'est... Ça dépasse souvent les 100 euros. Souvent, voilà. Et les festivals... C'est très cher. Oui. Très cher. Là, pour 45 euros, un accès pour 3 jours. Bon, même si ça peut rester cher, mais pareil, il y a des coûts. Hein. Oui, il y a des coûts. Ça coûte et d'ailleurs, ça coûte extrêmement cher, en fait. Ouais. Alors maintenant, ça a lieu depuis quelques années maintenant. À Bretigny, Plessis-Pathé. Voilà, dans le sud de l'Île-de-France, en Essonne. Au cœur d'Essonne. Voilà, sur la base 217. Et organiser un événement pareil, parce que c'est pas un petit festival, c'est quelque chose de titanesque, c'est colossal, c'est un défi incroyable. Et l'humanité aussi, le titre, mise aussi dessus faut que ça soit rentable. Hein. C'est pas d'être capitaliste que de le dire. Il y a des coûts, il y a des dépenses, faut que ça rentre dedans. En vrai, on s'équilibre. On gagne peu d'argent. On peut même pas dire que l'humanité renfloue ses caisses à ce moment-là. Non, mais ça, c'est... Non, maintenant, on a passé les 8,5 millions de budget. Nous, on ne prend pas la partie bar-restaurant, ça, c'est les stands. Donc, on n'a pas de rentrée d'argent sur cette question-là. Et aujourd'hui, il y a une concentration telle dans le monde culturel aussi que beaucoup de festivals indépendants sont mis en difficulté pour se tenir. Nous, on n'est pas un festival, on est une fête. Bon, et donc, pour nous, c'est très dur. Donc, une année, on perd un peu. Une année, on s'équilibre. Une année, on gagne un peu. Ouais. Enfin, quand on prend sur 5-6 ans... Et là, on en est où? Voilà. Parce qu'il y a eu On a lancé une souscription parce qu'il y avait une tension de trésorerie, comme chaque année. Contrairement à ce qui se raconte, pas d'aide publique. Okay. Seule fête populaire, plus grande fête populaire de France, 0 aide publique. 0. Tous les festivals, ils sont subventionnés entre 50 à 65%. C'est pas notre cas. Et nous, il faut payer tous les prestataires avant. Donc, à un moment donné, 8,5 millions. Alors, on commence à partir de janvier de payer. Pour organiser ça en septembre. Ouais. Voilà. Mais pour nous, c'est de plus en plus dur, quoi, en termes de trésorerie, parce qu'après, évidemment, on retrouve nos frais, mais après la fête. Et donc, il faut décaisser tout avant, donc ça devient extrêmement compliqué. D'où l'importance de on est très en lien avec les élus du territoire. Cœur d'Essonne, qui est l'agglo qui nous accueille, joue parfaitement le jeu. On travaille avec la préfecture, évidemment, tous les services de sécurité,
la RATP, la SNCF, la région, pour organiser les transports. Bon, tout le monde joue le jeu à part le département. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On fait avec. C'est ça, comme finalement, comme tout le combat politique que vous menez là. Ouais, bah, c'est dommage parce que on a fait une étude, on ramène plus de 5 millions. L'impact de la fête, pour le territoire, c'est plus de 5 millions d'euros. Pour le tourisme, pour tout simplement, les gens qui viennent, quoi. Ouais. Donc c'est un peu dommage que le département, qui n'a pas eu les JO, pas le stade, rate beaucoup de choses. Et là, il vous avoue. Alors qu'il a la plus grande fête populaire, il se donne pas les moyens même pas de nous aider, mais au moins de... C'est idéologique. J'imagine que le courant politique en pouvoir là-bas n'est pas le vôtre. Ce qui est dommage, c'est qu'avec la fête, on arrive toujours à discuter. Moi, je parle avec Cœur d'Essonne, c'est un président socialiste, Monsieur Brève, qui est très gentil. Le maire du Plessis-Pathé est un maire très gentil, et Parti socialiste. Le maire de Brétigny est un maire LR, avec Nicolas Méry, on s'entend très bien. Sylvain, le maire du Plessis aussi. Bref, on parle à tout le monde, et tout le monde voit bien l'intérêt de tenir un tel événement comme ça, au-delà des intérêts partisans des uns et des autres. Bon, voilà, je sais pas ce qu'il a. C'est dommage qu'il boude, mais si un jour il veut revenir, il est le bienvenu. Et pour terminer, c'est que tout à l'heure vous disiez que la fête de l'UMA, souvent on dit que la fête de l'UMA marque la rentrée politique, populaire, la rentrée parfois même militante, c'est aussi comme ça qu'on l'a décrit. Et il y a aussi cet appel, l'appel du 10 septembre, vous l'avez vu passer, un appel qui survient, qui prend racine sur les réseaux sociaux après les annonces de Monsieur Bayrou, porté par une vingtaine de personnes qui se sont rencontrées sur le réseau et qui n'ont aucun lien avec les partis et les syndicats, disent-ils. Qu'est-ce que vous en pensez pour finir? Et puis, est-ce que vous comptez... tout à l'heure, vous le disiez un petit peu, qu'on est là en appui. Ça fait penser que beaucoup, Gilets jaunes quand même, et à l'époque, beaucoup de partis ont loupé le train en marche. Tout du moins, on l'ont pris en marche, on loupé le début. Comment vous voyez les choses là? Ouais, c'est vrai. Moi, je suis en appui des organisations syndicales, mais je vois bien les choses qui bougent aussi, type Gilets jaunes, etc. Ouais. On a mis ça très vite de côté. On a dit, chez nous, beaucoup, on dit c'est l'extrême droite, etc. C'est plus complexe que ça. C'était un ras-le-bol généralisé de plein de gens qui faisaient peu ou pas de politique. Moi, j'en ai rencontré beaucoup à l'époque. J'ai été à Bordeaux, notamment, je suis originaire de Bordeaux, donc j'ai été à 2-3 manifestations à Bordeaux. Il y avait les Gilets jaunes de Libourne qui avaient demandé à me voir, donc j'avais été passer une après-midi avec eux. Ils m'avaient porté des cahiers de doléances que j'avais remis, d'ailleurs, au ministre. Je les avais lus, c'est ce qu'on dit, quoi. On n'arrive plus à payer nos factures, on n'arrive plus à vivre, bon, voilà. Et puis, j'avais organisé un débat avec 200 Gilets jaunes, la moitié de la salle de Gilets jaunes, et l'autre moitié de la salle des militants communistes et de gauche. Et tout ce monde-là essayait de se comprendre, sans se comprendre. C'était, pour moi, un de mes meilleurs moments. Moi, je suis toujours pour qu'on aille voir, qu'on regarde ce qui s'y passe. Écoutez l'expression populaire, bien sûr, en dehors des cadres politiques. Où qu'elle soit. Je vois qu'aussi les agriculteurs, il y a la coordination rurale, le projet d'extrême droite qui a soufflé sur des choses. Tout à fait. Mais il y a aussi des mouvements de gens spontanément en dehors des organisations syndicales agricoles normales, entre guillemets, qui ont dit il y a un ras-le-bol, on n'arrive plus à vivre de notre... Bon, il faut être là où ça se passe. Et puis, donc là, vous voyez ça venir et puis vous êtes ouvert à... S'il y a une mobilisation, et qu'elle est importante, je pense que les organisations syndicales, mais elles le décideront, doivent y être, et nous, on doit y être, évidemment. Eh bien, on arrive à la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. En guise de conclusion, je voudrais quand même vous poser une dernière question plus large, presque philosophique. Au vu de tout ce que je viens d'évoquer là, comme depuis tout à l'heure, les inégalités obscènes entre les personnes qui touchent, minoritaires qui touchent toujours plus d'argent et une minorité de personnes toujours plus pauvres, et entre les deux, une majorité de Français à qui on demande de plus en plus d'efforts et de sacrifices, et le contrôle des médias par quelques-uns, la difficulté aussi à se faire entendre quand on porte un contre-discours comme le vôtre, sur des plateaux où vous êtes minoritaire, etc. Où est-ce que, en quelques mots, où est-ce que vous trouvez encore la force et l'espoir de continuer, et quel est le message, c'est quoi votre message à faire passer à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui pour ne pas céder, parce qu'on peut les comprendre quand même face à tout ça, face à ce constat, la déprime, elle est quand même très accessible, et le fatalisme nous guette parfois. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens? Alors moi, le fatalisme, c'est pas trop mon truc. Moi, je pense que ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Bien sûr. Oui, on comprend. Non, mais moi, je prends du plaisir dans la bagarre politique, quoi. J'aime lorsqu'il y a des mouvements sociaux, j'aime lorsque les idées fusent, j'aime la bataille politique argumentée, j'aime l'hémicycle, j'aime beaucoup. Alors j'en ai fait moins sur les quelques derniers mois parce que
J'étais en commission d'enquête, mais j'adore ça, quoi. Aller batailler. Ces débats, oui. Ouais, alors bon, après, il faut des ministres qui répondent, quoi. Parce que bon, les derniers qu'on ait, c'est quand même. C'est moins bon, quoi. C'est particulier, on le voit. Je préfère un Bruno Le Maire, un Gérald Darmanin, un Bruno Retailleau, avec lequel je suis en désaccord complètement, mais qui ont moins des arguments et qui les font valoir et qui les poussent, plutôt que des ministres qui iraient sur un banc, qui lisent une feuille et qui vous regardent même pas dans les yeux quand ils parlent. Donc ça, voilà. Mais et non, pour les gens, parce que tout le monde n'est pas sénateur, à aimer ce combat-là, les gens, en général, les Françaises et Français qui sont là en disant il y a quand même beaucoup de négatifs, ça va de mal en pis. Ben oui, mais il faut partout où on lutte pas, on est sûr de perdre. C'est basique ce que je dis, mais et partout où on lutte, on peut gagner. Et après, c'est le nombre, c'est la force qui fait les choses. Moi, je puise ma source auprès des miens. Qui sont extrêmement importants pour moi, ma femme, mes 2 enfants, ma famille. Et puis, les milliers de gens qui m'écrivent et qui me disent « Merci », c'est des mots très, très sympas. Et puis, des gens qui t'arrêtent dans la rue, « Merci beaucoup, c'est super, il faut continuer ». Bon, bah, c'est sympa. Ça donne de la force. Ouais, puis moi, j'aime la lutte collective. La politique, c'est pas une affaire personnelle. C'est comme le rugby pour moi, quoi. Il n'y a pas l'homme ou la femme providentielle. Tout ça, c'est des bêtises. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble, collectivement, comment on conduit les choses, comment on voit, comment on travaille, on affûte les arguments. Donc voilà, plus on sera nombreux, mieux c'est. Bah, merci beaucoup, Fabien Guez, d'être venu répondre à mes questions. Et je rappelle que vous êtes du coup sénateur PCF de Seine-Saint-Denis et directeur du journal L'Humanité. Quant à vous, chez vous, merci d'avoir suivi cet entretien. N'hésitez pas à continuer le débat dans l'espace commentaire, à partager cette vidéo autour de vous et à vous abonner sur YouTube et mes autres réseaux. C'est gratuit. Contrairement à la production de cette émission, pour cela, faites un don libre et idéalement mensuel sur jemil.fr/soutenir, le lien dans la barre de description. On se retrouve très prochainement pour un prochain numéro de Reboot où l'on reviendra calmement mais fermement sur une autre actualité brûlante. Une émission qui sera amenée à évoluer et à s'étoffer d'autres séquences et d'autres modules, donc restez connectés. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez pas, l'histoire n'est jamais écrite d'avance, on peut toujours la rebooter ensemble. Salut l'internaute.